Je vous ai mis une image à l'écran parce que, ça me par quoi on commence si on veut définir la technique? On l'a un petit peu fait là. On a parlé de la thèse instrumentale pour définir la technique. Alors comment on pourrait définir la technique? Parce qu'en fait, il faut faire attention, faudrait pas avoir une définition qui est trop obtuse, trop petite, trop étroite. La définition de la technique qu'on peut donner, c'est quoi? C'est dire que la technique, c'est quoi? Ce sont des moyens que l'homme a inventés. Voilà, c'est des moyens déjà que l'homme a inventés. C'est des moyens donc artificiels, OK? Puisque c'est l'homme qui a inventé ces moyens. C'est l'homme qui les a conçus, OK? Donc c'est des moyens artificiels que l'homme se donne pour agir. Voilà. C'est l'ensemble des moyens artificiels que l'homme se donne pour agir. On pourrait commencer par cette définition. Et regardez bien tout ce qu'elle englobe, hein. Si vous regardez l'image que vous voyez ici, ça inclut quoi? Ces moyens artificiels que l'homme se donne pour agir. Bah, ça inclut déjà les outils, hein. Vous voyez, il y a un type qui est en train de réparer un bras, mécanique. Bon, beh, ça, cet outil qu'il tient dans la main, c'est bien un objet technique. C'est-à-dire un moyen, hein, qu'il se donne pour, bah, ici, réparer quelque chose. C'est bien un moyen artificiel en vue d'une fin, hein. Ça serait le bon début. Heu bah, c'est intéressant, ce que dit, Wikigolum. Je vais en parler, vous allez voir. Deuxièmement, les moyens, voilà, artificiels qu'on se donne pour agir, bah, dedans, il y a aussi, des machines. Hein, les machines, elles ont ceci de particulier que, eh bien, elles réalisent une série d'actions, les machines, mais de manière automatique. OK? C'est ce que font les machines. Elles réalisent une certaine série d'actions, mais de manière automatique. Donc, ça, c'est un moyen qu'on se donne pour faire quelque chose. OK? Mais il faudrait pas s'arrêter là. Par exemple, il y a aussi des techniques qui sont de l'ordre de il y a des moyens artificiels qui sont incorporés et auxquels on pense moins spontanément. Et pourtant, ça relève bien de la technique. Par exemple, bah, si vous apprenez le Krav Maga. Si vous apprenez le Krav Maga, vous apprenez ce qu'on pourrait appeler une technique du corps. Pour reprendre l'expression de Marcel Mauss, un anthropologue français, il y a des techniques du corps. On a dû apprendre, à utiliser notre corps comme moyen et on a dû l'apprendre. Pourquoi? Parce que ça faisait pas partie de notre bagage biologique. Je vous donne un exemple qui peut peut-être vous surprendre, dormir. Dormir, on peut se dire que bon, ça c'est de l'ordre du biologique. Oui et non. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des techniques du sommeil et ces techniques du sommeil, pardon, ces techniques du soleil, ça fait un peu plus film de kung-fu, mais ces techniques du sommeil, eh bien elles n'ont pas cessé d'évoluer dans le temps. Par exemple, faire des nuits d'une traite de 8 heures, c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire. Les techniques du sommeil ont changé. Avant, on faisait par exemple des sommeils perlés. Au Moyen Âge, on ne dormait pas 8 heures d'affilée. L'idée de se coucher le soir et de se réveiller le matin était pas quelque chose qui allait de soi. Alors que pour nous, ça nous paraît tellement aller de soi qu'on finit par penser que c'est naturel et biologique. Ben non, ben non. Le sommeil d'une traite une nuit durant, c'est quelque chose qu'on a appris. C'est un moyen, puisque c'est un moyen pour se, ressourcer, pour se, remettre d'aplomb pour le lendemain, mais il y avait d'autres moyens de le faire, ça. Et la preuve en est puisqu'il n'y a pas toujours eu les mêmes moyens, mais c'est quelque chose, vous voyez, qui relève de l'artificialité humaine. C'est pas quelque chose qui va de soi. Donc pensez-y, si vous avez une disserte de philo sur la technique, il peut être très stylé de parler des techniques du corps. On a appris, bah, dans les techniques du corps à marcher, à nager. Pensez à un truc, hein, la brasse, le crawl, le nage papillon, qui sont évidemment 3 nages que je maîtrise intégralement. Eh bien, ce sont des techniques du corps. Ce sont bien des moyens artificiels qu'on s'est donnés pour traverser des zones liquides. Donc ça relève de la technique de la même manière. Et puis encore, moins, souvent encore plus éloigné de ce à quoi on pense quand on pense à la technique, ça peut aussi être quelque chose de l'ordre mental. Par exemple, la technique, et c'est toujours des moyens qu'on se donne en vue d'une fin et des moyens artificiels, donc des moyens que l'homme a élaborés. Mais vous pouvez penser en termes de méthode, par exemple, au calcul mental. Il y a des techniques de calcul mental. Il y a des techniques mnémotechniques. Vous savez, il y a de la mnémotechnie pour se rappeler, des techniques pour se rappeler de quelque chose. Bah, la première technique mnémotechnique qui existe, c'est l'écrit, le fait d'écrire. Hein, faut pas oublier que l'écriture,
ça relève, d'un objet technique. Puisque c'est quelque chose à l'origine qu'on a inventé, eh bien, un petit peu pour assister, soulager, voire remplacer, voire externaliser notre mémoire. Hein, et oui, l'écrit est venu externaliser notre mémoire. Et il faut savoir un truc, c'est qu'il y avait tout un bail, par exemple, durant l'Antiquité, il y a tout un bail sur le fait que il y a des gens qui condamnent l'écrit. Au premier rang desquels vous en connaissez un, c'est Socrate. Socrate, il condamne l'écrit. Pourquoi? Parce que Socrate, il dit l'écrit va. Alors, il lui reproche beaucoup de choses à l'écrit, hein, notamment un texte écrit ne rend pas les coups, hein, contrairement à quelqu'un qui tiendrait le discours et qui pourrait le défendre. Mais au-delà de ça, c'est qu'il y a aussi cette espèce d'idée en fait, de relayer la mémoire et qui peut être problématique. On n'a peut-être pas la même attention au réel quand on sait qu'il en restera une trace. Donc vous voyez et là, ça ressemble un peu à un problème qui serait tout à fait contemporain aujourd'hui. Rien, n'était inné. Alors attendez, du coup, on peut parler des techniques mentales, mais pour démontrer quelle idée? Mais déjà, ça élargit tout de suite le champ de votre réflexion, vous voyez? Parce que la majorité des élèves qui vont arriver, lundi pour disserter, s'ils ont un sujet sur la technique, ils vont penser à quoi? Mais ils vont penser uniquement à l'outil. Donc déjà, ils vont rester vissés dans une vision instrumentale de la technique et ils ne vont pas du tout penser au fait que les moyens artificiels sont bien plus larges que ça. Et j'aurai peut-être des choses intéressantes dans un sujet à évoquer à propos des techniques du corps. C'est-à-dire comment on incorpore aussi certaines techniques en utilisant notre corps d'une certaine manière qui nous a été apprise dans notre culture. Donc ça, c'est intéressant. Manger en faisant du bruit, hein, c'est une technique au Japon. Pourquoi? C'est pas une nuisance, c'est une technique qui dit que, quand vous aspirez votre noodle, qui dit que vous êtes satisfait de la nourriture. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre des techniques du corps. Donc et rien n'est inné. Bah, rien n'est inné, c'est une question compliquée. Alors aujourd'hui, je vous le dis, on utilise, beaucoup moins cette distinction inné-acquis. Parce qu'elle ne voilà, si certains d'entre vous vont f il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont faire des sciences humaines l'année prochaine, vous verrez que c'est un truc qu'on a un peu lâché ça, cette distinction inné-acquis, parce qu'elle est un peu basique, un peu caricaturale. Les choses sont plus compliquées dans les faits. Mais effectivement, notre bagage, on va dire, génétique, embarque très peu de comportements, heu face à, on va dire, en tout cas face à la somme des comportements appris. Ben, ne serait-ce que notre bipédie, hein, voilà, ne serait-ce que notre bipédie. S'il y a personne pour vous apprendre à marcher sur vos 2 pattes, vous ne marcherez pas sur vos 2 pattes. Donc voilà, on a ici une 1re définition de la technique, vous voyez? Mais qui sous-entend qu'on maîtrise les moyens, que nous sommes maîtres de ces moyens qu'on se donne. Vous voyez? Et voilà, pas du tout. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. On peut parler d'un mythe, c'est le mythe de Prométhée. Bon, je pense que vous le connaissez ce mythe, on va quand même en parler parce qu'il a une signification, enfin c'est quand même incroyable tout ce que dit le mythe de Prométhée. Donc le mythe de Prométhée, qui est un mythe de l'Antiquité grecque. Et on va voir que pour un mythe de l'Antiquité grecque, les Grecs avaient quand même intuitionné des choses assez incroyables. Donc je vous rappelle, on a 2 frères. Alors c'est pas n'importe qui les 2 frères, ce sont des dieux titans. On a 2 frères, et ces 2 frères ont une particularité, c'est qu'ils, on leur attribue une tâche. On vient de créer les êtres vivants, l'ensemble des êtres vivants. Et donc on va demander à ces 2 frères qui s'appellent respectivement, Épiméthée et Prométhée, et eux à la fin, hein, Épiméthée et Prométhée, on va leur demander de distribuer les qualités aux, êtres vivants. Alors le principe c'est quoi? C'est par exemple, celui qui est petit et qui a peu de moyens de se défendre, on va lui donner la rapidité, la vélocité, la vitesse quoi, pour qu'il puisse, tracer. Celui qui est, gros et lourd, on va lui donner une carapace pour qu'il puisse se protéger des attaques, vous voyez? L'idée, c'est de faire une distribution équitable, que chacun, se voit doté de choses, un peu en fonction de un peu en fonction de sa constitution, voilà. Les gros ont besoin d'être costauds, mais ils ont surtout besoin, s'ils se déplacent lentement, d'être protégés par une cuirasse. Voilà. Donc, on demande à Prométhée et Épiméthée de faire cette distribution.
Et épiméthée, alors épiméthéos en grec, ça veut dire celui qui réfléchit avant d'agir. Pas du tout, ça veut dire celui qui réfléchit après avoir agi, excusez-moi, celui qui agit avant de réfléchir, excusez-moi. Donc épiméthée, hein, étymologiquement, celui qui agit avant de réfléchir. Et il se trouve que, Épiméthée va faire la distribution. Il dit à son frère: «Écoute, laisse-moi faire, je m'en occupe, ne t'inquiète pas». Et donc, il commence la grande distribution. Et puis une fois que c'est terminé, Prométhée revient et donc regarde un petit peu le travail, en inspecteur des travaux finis. Ouais, il se rend compte que Épiméthée a bien bossé, il a distribué des qualités à absolument tous les animaux, mais il en a oublié un. Au milieu, il y en a un qui est, nu. Il y en a un qui est, qui est resté, à poil. Et du coup, et bien, il y a plus de qualité à lui distribuer. Et vous avez compris que celui qui est resté nu, celui qui n'a rien pour se défendre, eh bien, c'est précisément, l'homme. Et ça dit quelque chose d'intéressant déjà. Ça dit quelque chose d'intéressant parce que ça nous dit que l'homme, à l'origine, c'est un être, on pourrait dire, faible. Il y a une sorte de faiblesse constitutive. On pourrait même dire qu'il y a une sorte de manque originel. Voilà. L'homme, c'est le grand absent de la distribution. Et c'est vrai que, si vous réfléchissez, on a une sorte de nudité constitutive. On est nu, c'est-à-dire au sens d'une fragilité. Et nous sommes, comme on le dit parfois, on emploie ce mot, alors, c'est un mot qui est peu employé, mais, i l'homme est inerme. Je vous le mets dans le chat, hein. L'homme est inerme, c'est-à-dire, il a pas de moyens, véritablement, il a pas d'arme naturelle. OK? Il a pas d'arme naturelle, quoi, l'homme. Donc, bon, c'est un vrai problème. Alors, c'est pas exactement la néothénie, parce que la néothénie, c'est davantage l'idée que l'homme n'est pas fini lorsqu'il naît et qu'il va devoir se finir. Alors, vous avez raison, il y a bien l'idée de fragilité. C'est-à-dire que, comme je le dis toujours, une gazelle de Thomson, quand elle naît, dans la savane, bon, grosso modo, elle a 5 minutes pour se mettre sur ses pattes et suivre sa mère. Si elle le fait pas, les hyènes qui la regardent se mettre sur ses pattes, n'en font qu'une bouchée. Donc ça, c'est le cas des animaux et effectivement la néothénie, c'est de dire, bah, nous on a un temps de maturation, après, la naissance qui est extrêmement long, hein. Le temps d'apprendre à marcher, à parler et cetera et ça veut dire la néothénie, c'est plus l'idée qu'il faut qu'on soit pris tout de suite, en charge par des humains autour de nous. Parce qu'on est extrêmement fragile et qu'on a une maturation extrêmement longue, hein. En soi, dans la nature, c'est plutôt l'inverse. On a perdu avec l'évolution des armes naturelles, car on n'a pas eu la technique, les armes alors, on les a jamais eues. On les a jamais eues. Vous savez, c'est, Alain Prokians qui est un un neurobiologiste, au Collège de France qui disait, heu, «L'aventure sapiens», c'est-à-dire, nous, hein, n'aurait pas dû continuer. L'aventure sapiens aurait dû s'arrêter très rapidement. I un être aussi fragile que Sapiens ça aurait dû s'arrêter vite cette histoire. Ça ne s'est pas arrêté et là où vous avez raison, c'est que, l'homme a pris le relais en quelque sorte, hein, l'homme a pris le relais. Je vais y revenir mais en tout cas, déjà le mythe, vous voyez, nous dit un truc comme ça, heu, mais nous sommes des animaux. Il n'est pas question de dire que nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des animaux. Mais, avec ce truc assez étrange, qui veut que, nous sommes des animaux bizarres, hein, nous sommes des animaux bizarres. Pourquoi? Fragiles, extrêmement fragiles, nus on pourrait rajouter, que le développement, complètement inédit dans le vivant, de notre, cortex préfrontal, fait que nous avons en plus conscience de la mort. Donc on est une espèce, bah, l'improxience dont je vous parlais tout à l'heure parle d'une espèce beckettienne, en référence à Samuel Beckett, c'est-à-dire avec un petit goût de l'absurde quand même, hein, donc nous sommes des animaux, mais des animaux, fragiles, faibles, avec une sorte de manque originel. Maintenant, qu'est-ce que fait Prométhée quand il se rend compte de la bourde de son, frérot? Qu'est-ce qu'il fait quand il se rend compte que Épiméthée a oublié l'homme? Mais il va essayer de réparer,
l'erreur, de son frère. Réparer l'erreur de son frère, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, se rendre dans la maison de 2 dieux, à savoir, respectivement Héphaïstos, le dieu des forges, et Athéna. Il va se rendre dans la maison d'Héphaïstos et il va voler le secret du feu pour le transmettre aux hommes. Et il va aller dans la maison d'Athéna pour voler le secret des arts et des techniques et les livrer aux hommes. Et vous voyez, c'est hyper intéressant parce que, j'y reviendrai, mais ça fait de nous un être qui a reçu quelque chose dans la mythologie, qui a reçu quelque chose. Et vous voyez, ça nous dit un truc que les Grecs ont peut-être intuitionné, c'est presque un aspect surhumain, post-humain de la technique. Hein. Dans ce mythe, la technique est un vol déjà, hein, donc il y a une sorte de culpabilité, il y a une sorte d'inquiétude à l'endroit de la technique, on l'a volée. On l'a volé, une sorte de sentiment de faute. Et ça, vous savez, ça n'apparaît pas que dans Prométhée. Hein, c'est Lévi-Strauss qui répertoriait les mythes sur la création et qui disait c'est quand même l'idée des hommes qui vont voler quelque chose aux dieux et notamment le feu apparaît dans beaucoup de mythes à travers le monde. Vous savez, comme si on se sentait fautif d'utiliser la technique. Et en même temps, ça dit que c'est quelque chose qui nous dépasse dès le début. Hein. J'y reviendrai. Mais en tout cas, il donne la technique aux hommes. Et donc ça c'est quand même un point intéressant. Pourquoi? Beh, la technique, elle vient en quelque sorte, compenser elle vient, compenser une carence humaine, une faiblesse humaine, hein. On est un petit peu claqué, on est un petit peu manquant, carencé, et donc il nous faut une prothèse. Une prothèse pour remédier à ce manque, hein. On parle souvent d'une conception prothétique, en référence à prothèse, de la technique. C'est-à-dire la technique serait une prothèse, hein, qui viendrait en fait, eh bien, tout simplement compenser une infirmité originelle. Elle viendrait compenser une infirmité originelle. On ne sait pas voler, on ne sait pas se battre, on ne sait pas. Et en fait, la technique, ce serait le moyen de suppléer à chaque fois à ce manque. Donc la technique est une arme. Alors, en tout cas, je dirais pas une arme, mais en tout cas, même si les armes font partie des objets techniques, mais en tout cas, on pourrait dire que, pour rejoindre un peu cette intuition et cette idée, la technique est un pouvoir. Est un pouvoir Mmh, qui inquiète et pas que la science-fiction, puisque vous voyez, elle inquiétait déjà les Grecs. Les Grecs qui, enfin, vous concevez un peu les moyens techniques des Grecs, 5 siècles, 6 siècles avant Jésus-Christ, hein, ils avaient déjà intuitionné ça, alors que, leurs moyens techniques aujourd'hui nous paraissent, évidemment, rudimentaires. Donc, de fait, enfin, oui, alors après peut-être que ça prête à discussion ce que je vais dire parce que après tout, la construction du Parthénon, peut-être que elle est pas si rudimentaire que ça, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc en tout cas, voilà, la technique viendrait compenser quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup, cette conception-là. Voilà, on ne sait pas voler, donc on a des avions. On ne sait pas, je sais pas, on ne sait pas, faudrait que je cherche, d'autres exemples, mais par exemple, on est d'accord que planter un clou avec le poing, ça va être compliqué. Pour décupler notre force, on va utiliser des outils, hein, donc pour décupler, pour compenser, ce qu'on n'a pas eu. Est-ce que c'est clair pour vous, jusqu'à présent, les loulous? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Parce que là, on va attaquer un plus gros morceau. Donc est-ce que, vous pigez, dans l'ensemble ce que je dis? Je vous laisse intervenir dans le chat. Je vous laisse intervenir, ouais. Et Léa, ça va. La technique, c'est un peu tout ce qui a été modifié par l'homme. Alors, non, il faudrait dire, c'est les moyens qui ont été créés par l'homme pour, réaliser des choses. Parce que si vous dites tout ce qui a été réalisé par l'homme, ça pourrait être discutable à certains égards. Heu, il y a l'idée de moyens en plus, vous voyez, dans la technique. C'est l'idée qu'on va utiliser, OK, quelque chose, en vue d'une fin. Donc c'est vraiment l'idée de moyens artificiels. Beh, c'est une prolongation de la nature, voire même,
Comme on l'a dit, la prothèse, on peut la penser comme un prolongement du bras, mais on peut aussi la penser comme, ce qui vient pallier un manque de la nature. Ce qui vient pallier un manque de la nature. Et ça, c'est quand même une voilà, il y a quelque chose, vous comprenez que dès le début, il y a un truc qui joue dans la conception de l'homme. Vous savez, on parle de l'homme comme, c'est une expression qui est souvent utilisée même pour désigner, une certaine espèce, heu, on parle de l'homo faber, hein, je vous mets dans le chat. L'homo faber, c'est-à-dire l'homme qui fabrique. Sur vos 2 pattes, vous ne marcherez pas sur vos 2 pattes. Donc voilà, on a ici une 1re définition de la technique, vous voyez? Mais qui sous-entend qu'on maîtrise les moyens, que nous sommes maîtres de ces moyens qu'on se donne. Vous voyez? Et voilà, pas du tout. Heu, je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. On peut parler d'un mythe, c'est le mythe de Prométhée. Bon, je pense que vous le connaissez ce mythe, on va quand même en parler parce que il a une signification, enfin, c'est quand même incroyable tout ce que dit le mythe de Prométhée. Donc le mythe de Prométhée, qui est un mythe de l'Antiquité grecque. Et on va voir que pour un mythe de l'Antiquité grecque, les Grecs avaient quand même intuitionné des choses assez incroyables. Donc je vous rappelle, on a 2 frères. Alors c'est pas n'importe qui les 2 frères, ce sont des dieux titans. On a 2 frères, et ces 2 frères ont une particularité, c'est qu'ils, on leur attribue une tâche. On vient de créer les êtres vivants, l'ensemble des êtres vivants. Et donc on va demander à ces 2 frères qui s'appellent respectivement, Épiméthée et Prométhée, et eux à la fin, hein, Épiméthée et Prométhée, on va leur demander de distribuer les qualités aux, êtres vivants. Alors le principe c'est quoi? C'est par exemple, celui qui est petit et qui a peu de moyens de se défendre, on va lui donner la rapidité, la vélocité, la vitesse quoi, pour qu'il puisse, tracer. Celui qui est, gros et lourd, on va lui donner une carapace pour qu'il puisse se protéger des attaques, vous voyez? L'idée, c'est de faire une distribution équitable, que chacun, se voit doté de choses, un peu en fonction de sa un peu en fonction de sa constitution, voilà. Les gros ont besoin d'être costauds, mais ils ont surtout besoin, s'ils se déplacent lentement, d'être protégés par une cuirasse. Voilà. Donc, on demande à Prométhée et Épiméthée de faire cette distribution. Et Épiméthée, alors épiméthéos en grec, ça veut dire celui qui réfléchit avant d'agir. Pas du tout, ça veut dire celui qui réfléchit après avoir agi, excusez-moi, celui qui agit avant de réfléchir, excusez-moi. Donc Épiméthée, hein, étymologiquement, celui qui agit avant de réfléchir. Et il se trouve que, Épiméthée va faire la distribution. Il dit à son frère: «Écoute, laisse-moi faire, je m'en occupe, ne t'inquiète pas». Et donc, il commence la grande distribution. Et puis une fois que c'est terminé, Prométhée revient et donc regarde un petit peu le travail, en inspecteur des travaux finis. Ouais, il se rend compte que Épiméthée a bien bossé, il a distribué des qualités à absolument tous les animaux, mais il en a oublié un. Au milieu, il y en a un qui est, nu. Il y en a un qui est, qui est resté, à poil. Et du coup, eh bien, il y a plus de qualité à lui distribuer. Et vous avez compris que celui qui est resté nu, celui qui n'a rien pour se défendre, eh bien, c'est précisément, l'homme. Et ça dit quelque chose d'intéressant déjà. Ça dit quelque chose d'intéressant parce que ça nous dit que l'homme, à l'origine, c'est un être, on pourrait dire, faible. Il y a une sorte de faiblesse constitutive. On pourrait même dire qu'il y a une sorte de manque originel. Voilà. L'homme, c'est le grand absent de la distribution. Et c'est vrai que, si vous réfléchissez, on a une sorte de nudité constitutive. On est nu, c'est-à-dire au sens d'une fragilité. Et nous sommes, comme on le dit parfois, on emploie ce mot, alors, c'est un mot qui est peu employé, mais, i l'homme est inerme. Je vous le mets dans le chat, hein. L'homme est inerme, c'est-à-dire, il a pas de moyens, véritablement, il a pas d'arme naturelle. OK? Il a pas d'arme naturelle, quoi, l'homme. Donc, bon, c'est un vrai problème. Alors c'est pas exactement la néoténie,
Parce que la néothénie, c'est davantage l'idée que l'homme n'est pas fini lorsqu'il naît et qu'il va devoir se finir. Alors, vous avez raison, il y a bien l'idée de fragilité. C'est-à-dire que, comme je le dis toujours, une gazelle de Thomson, quand elle naît, dans la savane, bon, grosso modo, elle a 5 minutes pour se mettre sur ses pattes et suivre sa mère. Si elle le fait pas, les hyènes qui la regardent se mettre sur ses pattes, n'en font qu'une bouchée. Donc ça, c'est le cas des animaux et effectivement, la néothénie, c'est de dire, bah, nous, on a un temps de maturation, après, la naissance qui est extrêmement long, hein. Le temps d'apprendre à marcher, à parler et cetera et ça veut dire la néothénie, c'est plus l'idée qu'il faut qu'on soit pris tout de suite, en charge par des humains autour de nous. Parce qu'on est extrêmement fragile et qu'on a une maturation extrêmement longue, hein. En soi, dans la nature, c'est plutôt l'inverse. On a perdu avec l'évolution des armes naturelles, car on n'a pas eu la technique qui servait. Alors, on a perdu, on les a jamais eues. On les a jamais eues. Vous savez, c'est, Alain Prokians qui est un un neurobiologiste, au Collège de France qui disait, heu, «L'aventure sapiens», c'est-à-dire, nous, n'aurait pas dû continuer. L'aventure sapiens aurait dû s'arrêter très rapidement. I un être aussi fragile que Sapiens ça aurait dû s'arrêter vite cette histoire. Ça ne s'est pas arrêté et là où vous avez raison, c'est que, l'homme a pris le relais en quelque sorte, hein, l'homme a pris le relais. Je vais y revenir mais en tout cas, déjà le mythe, vous voyez, nous dit un truc comme ça, mais nous sommes des animaux. Il n'est pas question de dire que nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des animaux. Mais, avec ce truc assez étrange, qui veut que, nous sommes des animaux bizarres. Hein, nous sommes des animaux bizarres, pourquoi? Fragiles, extrêmement fragiles, nus on pourrait rajouter, que le développement, complètement inédit dans le vivant, de notre, cortex préfrontal, fait que nous avons en plus conscience de la mort. Donc on est une espèce, l'improxience dont je vous parlais tout à l'heure parle d'une espèce beckettienne, en référence à Samuel Beckett, c'est-à-dire avec un petit goût de l'absurde quand même, hein, donc nous sommes des animaux, mais des animaux, fragiles, faibles, avec une sorte de manque originel. Maintenant, qu'est-ce que fait Prométhée quand il se rend compte de la bourde de son, frérot? Qu'est-ce qu'il fait quand il se rend compte que Épiméthée a oublié l'homme? Mais il va essayer de réparer l'erreur, de son frère. Réparer l'erreur de son frère, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire, se rendre dans la maison de 2 dieux, à savoir, respectivement Héphaïstos, le dieu des forges, et Athéna. Il va se rendre dans la maison d'Héphaïstos et il va voler le secret du feu pour le transmettre aux hommes. Et il va aller dans la maison d'Athéna pour voler le secret des arts et des techniques et les livrer aux hommes. Et vous voyez, c'est hyper intéressant parce que, j'y reviendrai, mais ça fait de nous un être qui a reçu quelque chose dans la mythologie, qui a reçu quelque chose. Et vous voyez, ça nous dit un truc que les Grecs ont peut-être intuitionné, c'est presque un aspect surhumain, post-humain de la technique. Hein. Dans ce mythe, la technique est un vol déjà, hein, donc il y a une sorte de culpabilité, il y a une sorte d'inquiétude à l'endroit de la technique, on l'a volée. On l'a volée, une sorte de sentiment de faute. Et ça, vous savez, ça n'apparaît pas que dans Prométhée. Hein, c'est Lévi-Strauss qui répertoriait les mythes sur la création et qui disait c'est quand même l'idée des hommes qui vont voler quelque chose aux dieux et notamment le feu apparaît dans beaucoup de mythes à travers le monde. Vous savez, comme si on se sentait fautif d'utiliser la technique. Et en même temps, ça dit que c'est quelque chose qui nous dépasse dès le début, hein. J'y reviendrai. Mais en tout cas, il donne la technique aux hommes. Et donc ça c'est quand même un point intéressant. Pourquoi? Beh, la technique, elle vient en quelque sorte, compenser. Elle vient, compenser une carence humaine, une faiblesse humaine, hein. On est un petit peu claqué, on est un petit peu manquant, carencé, et donc il nous faut une prothèse. Une prothèse pour remédier à ce manque, hein. On parle souvent d'une conception prothétique, en référence à prothèse.
de la technique. C'est-à-dire la technique serait une prothèse, hein, qui viendrait en fait, eh bien, tout simplement compenser une infirmité originelle. Elle viendrait compenser une infirmité originelle. On ne sait pas voler, on ne sait pas se battre, on ne sait pas et en fait, la technique, ce serait le moyen de suppléer à chaque fois, à ce manque. Donc la technique est une arme. Alors, en tout cas, je dirais pas une arme, mais en tout cas, même si les armes font partie des objets techniques, mais en tout cas, on pourrait dire que, pour rejoindre un peu cette intuition et cette idée, la technique est un pouvoir. Est un pouvoir mmh, qui inquiète et pas que la science-fiction, puisque vous voyez, elle inquiétait déjà les Grecs. Les Grecs qui, enfin, vous concevez un peu les moyens techniques des Grecs, 5 siècles, 6 siècles avant Jésus-Christ, hein, ils avaient déjà intuitionné ça, alors que, leurs moyens techniques aujourd'hui nous paraissent, évidemment, rudimentaires. Donc, de fait, enfin, oui, alors après peut-être que ça prête à discussion ce que je vais dire parce que après tout, la construction du Parthénon, peut-être que elle est pas si rudimentaire que ça, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Donc en tout cas, voilà, la technique viendrait compenser quelque chose et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup, cette conception-là. Voilà, on ne sait pas voler, donc on a des avions. On ne sait pas, je sais pas, on ne sait pas, faudrait que je cherche, d'autres exemples, mais par exemple, on est d'accord que planter un clou avec le poing, ça va être compliqué. Pour décupler notre force, on va utiliser des outils, hein, donc pour décupler, pour compenser, ce qu'on n'a pas eu. Est-ce que c'est clair pour vous, jusqu'à présent, les loulous? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me comprenez? Parce que là, on va attaquer un plus gros morceau. Donc est-ce que, vous pigez, dans l'ensemble ce que je dis? Je vous laisse intervenir dans le chat. Je vous laisse intervenir, ouais. Et Léa, ça va. La technique, c'est un peu tout ce qui a été modifié par l'homme. Alors, non, il faudrait dire, c'est les moyens qui ont été créés par l'homme pour, réaliser des choses. Parce que si vous dites tout ce qui a été réalisé par l'homme, ça pourrait être discutable à certains égards. Heu, il y a l'idée de moyens en plus, vous voyez, dans la technique. C'est l'idée qu'on va utiliser, OK, quelque chose, en vue d'une fin. Donc c'est vraiment l'idée de moyens artificiels. Beh, c'est une prolongation de la nature, voire même, comme on l'a dit, la prothèse, on peut la penser comme un prolongement du bras, mais on peut aussi la penser comme, ce qui vient pallier un manque de la nature. Ce qui vient pallier un manque de la nature. Et ça, c'est quand même une voilà, il y a quelque chose, vous comprenez que dès le début, il y a un truc qui joue dans la conception de l'homme. Vous savez, on parle de l'homme comme, c'est une expression qui est souvent utilisée même pour désigner, une certaine espèce, heu, on parle de l'homo faber, hein, je vous mets dans le chat. L'homo faber, c'est-à-dire l'homme qui fabrique. Peut-être que le fait qu'on conçoit des moyens artificiels pour en venir à nos fins, peut-être que ça, c'est quelque chose d'assez inédit dans le vivant. Alors, ça l'est pas totalement. Là, alors je vais pas rentrer sur ce terrain parce qu'il nous prendrait du temps, mais, il faut comprendre qu'il y a bien des animaux qui utilisent des outils. Voire qui utilisent des outils, hem, c'est pas la nature qui les a poussés à utiliser ces outils, au sens c'est pas leur génétique, et c'est pas leur environnement. On a le cas notamment chez nos plus proches, alors il s'agit pas, oui, alors il s'agit pas de donner, tous les animaux qui utilisent des outils. Vous allez voir pourquoi, je vais y venir dans un instant. Il y a vraiment une spécificité de l'outil chez certaines espèces, et c'est souvent des grands singes évidemment, hein, je pense notamment aux chimpanzés. Le chimpanzé, et voilà, utilise des outils d'une manière qui, en un certain sens, pourrait se rapprocher de l'homme, en un certain sens. Alors, on en arrive, les loulous, à Bergson. Il faut qu'on parle de Bergson, parce que, alors accrochez-vous, évidemment, parce que Bergson, c'est pas si facile que ça à comprendre, mais c'est essentiel dans le cadre de la technique. S'il y a un auteur que vous devez maîtriser, c'est lui. J'en rajouterai un autre dont je vais vous parler après. Mais je pense que voilà, là, les auteurs que je vous donne ce soir, il faut les maîtriser et c'est d'autant plus important que, c'est d'autant plus important que, ils peuvent vous servir à d'autres choses que la technique.
Homo faber, c'est aussi ce qu'on a vu sur le travail. Ouais, tout à fait, avec Hannah Arendt. Mais on pourrait utiliser Hannah Arendt, hein. Dans ce cadre-là, on pourrait utiliser Hannah Arendt. Ça serait, dans le cadre du cours sur la technique. On en a beaucoup parlé, les HLP, hein. Je ne ferai pas de redite sur ce qu'on a dit, en HLP, à ce sujet, mais évidemment, évidemment. Alors, comment comprendre Bergson? Comment comprendre ce que dit Bergson? Surtout que, ce que dit Bergson, c'est pas évident. Heu L'évolution créatrice, c'est le nom du bouquin dont je vais vous parler ce soir, de Bergson. L'évolution créatrice. Comment comprendre ce qu'il dit dans l'évolution créatrice? Moi, je vous propose de partir d'un extrait que vous devez connaître, hein. Un extrait que vous devez connaître, c'est un extrait de Jurassic Park. Alors, je ne vais pas vous le montrer, hein, parce qu'on a vu comment, ça rame et mon ordinateur est vraiment en fin de vie. Mais, qu'est-ce que c'est pourquoi je parle d'un extrait de Jurassic Park? Alors, bon, je suppose que pour la plupart d'entre vous, vous avez vu Jurassic Park, hein, je l'espère du fond du cœur. Dans Jurassic Park, il y a une scène célèbre, c'est quand ils visitent le parc pour la première fois. Donc ils sont un certain nombre à visiter le parc et avant que tout, parte, littéralement, en vrille, ils font une visite, du laboratoire InGen, qui est l'endroit où, on fait naître les dinosaures. Et il se trouve que les personnages du film arrivent à un moment où on a des bébés raptors qui sont en train de naître. Et à ce moment-là, un généticien qui s'appelle Henry Wu, explique que le parc, Jurassic Park, hein, contrôle les naissances des dinosaures. Contrôle les naissances des dinosaures, comment, ils font? Beh, c'est très simple, ils s'assurent que tous les dinosaures qu'ils créent en laboratoire, parce qu'ils les créent en laboratoire, il n'y a pas de naissance dans la nature. Et pourquoi il n'y a pas de naissance dans la nature? Beh, parce que tous les animaux qu'ils créent en laboratoire sont des femelles. Et donc ça évite la reproduction à l'intérieur du parc. Et là-dessus, le mathématicien, il y a un mathématicien qui est haut en couleur et qui s'appelle Ian Malcolm. Eh bien, Ian Malcolm dit: «Mais attendez, vous êtes en train d'essayer de maîtriser le vivant, vous faites, vous faites revenir des êtres qui ont vécu des millions d'années en arrière, vous les faites revenir et vous essayez de les maîtriser tout de suite pour les exposer et les vendre, dans un parc d'attractions. C'est quand même très triste». Et l'autre, bon, personne ne réagit, à ce qu'il dit. C'est le seul à s'en scandaliser alors que son intuition est fine et juste, hein. Il s'étonne en disant: «Mais, comment vous savez qu'il y a que des femelles dans le parc? Vous avez soulevé les jupes de chaque dinosaure dans le parc?» Et ce à quoi le généticien lui répond, il dit: «Non, non, on a maîtrisé génétiquement pour qu'il n'y ait que des femelles». Et là, il a cette phrase, hyper intéressante, Ian Malcolm, il dit: «La vie trouve toujours son chemin». Sous-entendu, bah, il prophétise ce qui va se passer, puisqu'on va découvrir plus tard qu'il y a bien des reproductions à l'intérieur du parc. Mais ce qu'il sous-entend, c'est que il dit la vie. La vie trouve son chemin. Et c'est intéressant en ce moment. Pourquoi? Ben parce que d'un côté, vous avez des généticiens qui maîtrisent les mécanismes de la vie, qui maîtrisent, on dirait même plutôt les mécanismes du vivant. Vous voyez, on a des généticiens qui utilisent, en fait, qui prennent le vivant pour une machine, hein, dans lequel, on peut faire des réglages. Mais ils conçoivent vraiment le vivant, et je vais dire un mot très important, d'une manière mécanique. Il faut juste en comprendre les rouages, en comprendre le fonctionnement. Mais finalement, un vivant, ce n'est que l'ensemble du fonctionnement de ses organes. Donc c'est une approche, hein, mécaniste du vivant. C'est se dire, le vivant finalement, c'est une somme de mécanismes qu'il faut maîtriser et comprendre. Et eux, dans leur délire, ils se disent qu'ils en maîtrisent vraiment, les tenants et les aboutissants. Et Ian Malcolm lui dit: Non, 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 c'est pas si simple que ça. Hem, la vie trouve toujours son chemin». Et donc il sous-entend que le vivant, ça se réduit pas à des mécanismes qu'on pourrait maîtriser. Il sous-entend qu'il y a une force derrière. Il sous-entend que derrière le vivant, il y a une espèce de force, il y a un élan vital, hein. C'est ce que, Bergson appelle un élan vital, hein. Un élan vital, c'est une sorte de courant
de force, de courant, hein, d'élan justement, hein, c'est pour ça qu'on parle d'élan vital, une sorte de courant qui, littéralement, est créateur de la vie dans l'univers. Ce courant-là, il rencontre sur son chemin, alors il a aucune finalité, hein, il vise rien ce courant, juste il se il se réalise, c'est tout, hein, il s'épanouit en quelque sorte, hein. Vous pouvez vous le visualiser même comme un feu d'artifice. Finalement, il éclate, hein, véritablement, hein, il ne fait rien d'autre et ce courant et bien, il va rencontrer sur son chemin, la matière. Donc vous pouvez imaginer cette force vitale, cet élan vital qui va rencontrer sur son chemin la matière. Donc cet élan vital rencontre la matière et la matière, elle résiste. Évidemment, hein, par son inertie, elle résiste à cet élan vital. Alors, eh bien, cet élan vital, il va en quelque sorte investir la matière. Il va investir la matière, il va la traverser littéralement. Et il va élaborer eh bien, des formes de vie. Les formes de vie, c'est cet élan vital, vous voyez, qui traverse la matière et voilà, qui élabore des organismes, des formes de vie. Alors dans ces formes de vie, on trouve, les végétaux, hein, évidemment. Les végétaux, c'est ces organismes qui s'endorment un peu dans leur fixité, vous voyez, qui se rapprochent beaucoup plus de la matière inerte et puis après on trouve les animaux. Hein, on trouve les animaux qui sont capables de mobilité et cetera, voilà et là, on voit, on s'éloigne de plus en plus de la matière inerte, de la matière endormie, et il se trouve que, cet élan vital donc traverse la matière et il va prendre 2 directions. Quand il va, quand il va produire l'animalité, il va prendre 2 directions, littéralement. D'un côté, la direction, de ce qu'on appelle les arthropodes. Alors les arthropodes, pour vous en faire une idée juste, ce sont tous les insectes comme par exemple les fourmis, les guêpes et cetera. Ça, ce sont les arthropodes et puis de l'autre côté, il va prendre une autre voie, celle des vertébrés. OK? La voie des arthropodes, que va prendre l'élan vital, c'est la voie de l'instinct. Je vais y revenir dans un instant, je vais vous expliquer. Mais c'est vraiment la voie de l'instinct. Alors que la voie des vertébrés, ça va davantage être la voie de l'intelligence. Et personne ne fait pas de différence de valeur entre l'instinct et l'intelligence, peu importe. C'est 2 passages de l'élan vital à travers la matière. Quand il passe par la matière et qu'il donne les vertébrés, on va retrouver l'intelligence. Quand il passe par la matière et que, il s'embranche dans les arthropodes, on va retrouver l'instinct. C'est pas très, très physique en soi, non. Mais non, parce que là, on est davantage, dans de la métaphysique et ce qui intéresse la métaphysique, c'est justement ce qui se tient derrière les phénomènes. La science, notamment la physique, elle étudie les phénomènes. Ici, la métaphysique de Bergson, elle essaie de spéculer sur ce qu'il y a derrière les phénomènes. Donc elle essaie de proposer un modèle de connaissance, vous voyez, qui est un peu plus large, on va dire, ou en tout cas, plus en amont de ce que fait la science. La science, elle va expliquer, par exemple, les mécanismes du vivant et c'est ce qu'elle fait et elle le fait très bien et d'ailleurs on peut la remercier puisqu'en expliquant les mécanismes du vivant, elle nous soigne et ça, c'est plutôt pas mal. Merci la science. Mais la science, elle ne fait que ça. Alors c'est déjà énorme, mais elle ne fait que ça. La métaphysique, c'est d'avoir, on va dire une vision peut-être un peu plus globale, un peu et encore plus fondamentale. Aller au fondement des choses, au fondement ultime des choses. Et ici, le fondement ultime des choses, pour Bergson, c'est l'élan vital, qui rencontre la matière, qui donne d'abord, des formes de matière organique, comme les végétaux et puis, après, hein, voilà, le feu d'artifice continue à s'élever et se sépare en 2 branches, les arthropodes et les vertébrés. Ça veut dire que du point de vue de Bergson, quand vous regardez une fourmi, vous regardez la chose qui est la plus éloignée de vous dans le règne animal. Et il se trouve que la branche des arthropodes, on va dire, hein, et on va dire de beaucoup d'animaux, c'est l'instinct. L'instinct, c'est quoi? Si je devais le définir le plus simplement possible, l'instinct, c'est un savoir-faire. Mais c'est un savoir-faire, alors je vais employer une expression qu'on a entendue tout à l'heure, c'est un savoir-faire inné. On l'embarque avec nous dès la naissance. OK? Alors ça ne veut pas dire qu'il va pas falloir le développer, mais c'est un savoir-faire inné. Il est là dès la naissance. Les animaux ont un ensemble de savoir-faire
qui sont présents dès la naissance. OK? Heu, L'instinct, il est redoutablement efficace. Il est extrêmement efficace. Hein, regardez, l'instinct de chasse du lion, enfin de la lionne. C'est absolument incroyable. Comment elle va aller chercher la jugulaire, il y a quelque chose d'assez incroyable. Donc l'instinct est extrêmement efficace. Par contre, il est extrêmement têtu. C'est-à-dire qu'il est très efficace, mais le pendant de ça, c'est qu'il est extrêmement têtu. C'est-à-dire qu'il se répète, et il n'est pas très plastique. C'est-à-dire s'il y a du changement dans l'environnement, l'instinct il est vite perdu. Donc c'est quelque chose de très fine tuné, l'instinct, c'est vraiment bien réglé, c'est très efficace, mais en même temps, ça ne sait pas faire véritablement face à la nouveauté. OK? Heu, oui, exactement. Il est pas trop capable de bouger l'instinct. Hein, moi ça me rappelle quand j'étais petit, on faisait sortir les grillons de leur terrier et on utilisait une paille. Et si vous secouez avec une paille l'entrée du terrier, vous grattez à l'entrée du terrier avec une paille, le grillon sort. Et vous pouvez le refaire 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous pouvez le faire un paquet de fois quand même, avant que le grillon arrête de sortir. L'instinct, il y a une vibration à l'entrée. Lui, il est programmé pour répondre à ce stimulus-là, ce stimulus particulier, à savoir un grattement à l'entrée du terrier. Et il le fait avec c'est redoutable, la rapidité avec laquelle il sort, et cetera. Cette mécanique, elle est utile dans la nature, parce qu'elle est efficace. Parce qu'on pourrait dire que dans la nature, faut pas hésiter. Il faut être efficace, donc faut pas hésiter. L'instinct n'hésite pas. Retenez ça, mais l'instinct n'hésite pas. Et puis de l'autre côté, on a l'intelligence. L'intelligence, c'est dans l'embranchement des vertébrés, OK, hein, et l'intelligence, en fait, alors elle, c'est un peu différent et on le voit tout particulièrement chez l'homme. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est l'idée que l'homme n'a pas d'instinct, justement, il n'a pas de savoir-faire inné. Il n'a pas de savoir-faire inné, donc du coup, il va devoir bricoler des solutions. Il va devoir bricoler des solutions et il faut bien comprendre un truc, c'est que, c'est quoi qu'on appelle l'intelligence? Hein, alors souvent on dit: «Oh oui, mais c'est dur de définir l'intelligence et puis il y a plusieurs intelligences». Oui, enfin on sait tous reconnaître quelqu'un qui n'est pas intelligent pourtant. Et on s'accordera tous là-dessus la plupart du temps. Alors il y a évidemment des gens qui ont l'esprit de contradiction et qui diront: «Non, tu peux pas dire que cette personne n'est pas intelligente». Pourquoi pas? Mais quand même, on s'accorde assez sur une personne, par exemple, très intelligente. Et c'est quoi l'intelligence? Intelligare, ça veut dire faire des liens entre les choses. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui sait faire des liens entre les choses. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'instinct quand je vous ai parlé du grillon. Le grillon, il est lié à un objet. Ça gratte à l'entrée du terrier, il sort. En fait, l'instinct, il est focus sur un objet, sur une stimulation. L'intelligence, elle n'est pas focus sur un objet, une stimulation. Elle est focus sur des relations entre les choses. Elle n'est pas focus sur les choses, elle est focus sur des relations entre les choses. Elle élabore des relations entre les choses. C'est ce qu'elle sait faire. Et évidemment, Clémence, ça lui permet d'avoir une capacité d'adaptation. Pourquoi? Parce qu'elle fait des liens. Hein, gardez en tête le détective qui arrive sur une scène de crime et puis qui est capable de faire des relations entre les choses. Vous êtes là, waouh, moi j'avais pas fait cette relation. Et tout le monde est un peu, voilà, un peu abasourdi sur la scène de crime en se disant mais ah ouais, moi j'avais pas pensé à ça, etc. Voilà. Plus on est intelligent, plus on est capable de faire des liens entre les choses et de faire des rapprochements entre les choses. OK? Alors vous allez me dire: «Mais quel rapport avec la technique? C'est quoi l'intérêt de parler de ça?» Eh bien, vous allez voir justement, c'est là qu'on y vient. C'est là qu'on vient, au fond de l'affaire. Et c'est quoi le fond de l'affaire? L'instinct, vous vous rappelez, c'est un savoir-faire inné. La particularité de l'instinct, c'est il utilise des instruments, l'instinct. Mais c'est ce que Bergson appelle des instruments organisés. Alors, c'est quoi le propre des instruments organisés? Ben, on pourrait dire, l'instinct, il utilise, dans organisé, il y a organe, vous allez voir, l'instinct, il utilise des outils naturels. OK? C'est-à-dire, c'est quoi des outils naturels? Ben, il utilise des outils qui font partie de son corps vivant. Qui font partie de son corps vivant.
Pensez à l'aiguillon de l'abeille, par exemple, hein. L'abeille, elle utilise son aiguillon. Son aiguillon, c'est vraiment un instrument organisé, c'est un outil naturel, mais qui fait partie de son corps, OK? Pensez à l'intérieur de la guêpe, pareil, c'est quelque chose qui fait partie de son corps. En fait, l'instinct, il utilise l'organe comme un instrument, hein, l'organe devient un instrument. Il utilise ce qui est donné par la nature comme un instrument, OK? Donc ça, c'est ce qui relève, on va dire, de l'instinct et évidemment, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de dire. Voilà. Heu, alors est-ce que vous avez su ouais et Bergson prend un exemple, qui est assez intéressant et je vais prendre le temps de le prendre parce que, ça nous permet bien de comprendre cette utilisation. Heu, il prend l'exemple de 2 insectes qui appartiennent à l'ordre des arthropodes, hein. Il prend l'exemple de l'amophile, hein. Alors il y a le nom latin, sur le slide, hein, mais je vous l'écris si vous voulez, c'est avec 2 M. Donc il prend l'exemple de l'amophile. Et l'amophile, c'est intéressant parce que c'est une guêpe, hein, ce qu'on appelle une guêpe fouisseuse. Et cette guêpe, elle doit approvisionner, excusez-moi, elle doit approvisionner son nid en nourriture fraîche. Tout simplement parce qu'elle a ses larves dans le nid. Donc elle doit amener de la nourriture fraîche à ses petits. Donc elle amène de la nourriture fraîche à ses petits. Et comment elle s'y prend? Eh bien, elle capture une chenille et elle la pique avec une précision absolument chirurgicale. Elle pique ses centres nerveux, ses ganglions, de façon à ce que, elle soit, on pourrait presque dire, assommée, la chenille. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus bouger. Elle est figée. Heu et elle la pique avec une telle précision qu'on dirait que limite la guêpe, elle connaît l'anatomie. Son but, c'est pas de tuer sa proie, hein, c'est vraiment de la figer, de la rendre incapable de bouger et après elle amène cette chenille à ses larves. Ces larves, elles ont besoin de nourriture fraîche. Donc elle lui amène ça et donc la chenille reste vivante jusqu'à la fin. Elle se fait dévorer vivante. Mais vous voyez, comment elle utilise, là, la guêpe, comment elle utilise comment elle utilise son aiguillon, hein, elle l'utilise avec une dextérité. On a l'impression que, elle sait ce qu'elle fait, alors que en fait, elle sent, me dit Bergson, le point vital, mais c'est de l'ordre de l'instinct. Elle a pas une connaissance de l'animal qu'elle pique. D'ailleurs, elle s'y intéresse pas à l'animal qu'elle pique. Ce à quoi elle a une connaissance, c'est une sorte de savoir-faire inné qu'elle maîtrise et qui lui permet de fumer littéralement, cette pauvre chenille qui va connaître quand même un destin funeste, hein, se faire dévorer vivante. Donc ça, c'est un exemple, vous voyez, d'instinct et d'utilisation d'un outil naturel. Et je prends le 2e qui, moi, me semble, encore plus parlant et vous allez voir, on va pouvoir rajouter une dimension. Alors c'est des exemples que prend Bergson, hein, à chaque fois, hein, ceux que je prends, mais on peut prendre l'exemple de la Citharis. Alors là, Citharis, ça va encore plus loin. Citharis, c'est, une larve, parasite, et cette larve en fait, hem, alors attendez, je lis, elle maîtrise un savoir-faire qui utilise une technique qui donc, n'en est pas une car elle évolue pas. Alors c'est une technique, on pourrait dire en quelque sorte, mais c'est, mais si Bergson ne parle pas de technique, c'est parce qu'il dit: «Ici, on utilise un outil naturel, un outil incorporé, un outil qui est déjà présent avec un savoir-faire qui est inné», hein, donc c'est la grande différence, ouais, c'est la grande différence. Donc je reviens à Staris, donc la larve, elle attend sur une feuille, une fleur, pardon. Elle attend sur une fleur, immobile, tranquille, elle attend sur une fleur et elle attend qu'une abeille passe et plus précisément, une abeille mâle et elle se fixe à l'abeille mâle, la larve. Puis, elle attend que l'abeille mâle s'accouple à une abeille femelle et pendant l'accouplement, elle passe du mâle à la femelle. Elle se laisse transporter par la femelle jusque dans son nid et une fois qu'elle est dans son nid, eh bien, elle dévore l'œuf, de l'abeille, elle dévore les œufs et le miel en surplus.
Bergson dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit: «Heureusement qu'il y a pas d'intelligence ici». Parce que s'il y avait de l'intelligence, il y aurait du calcul, il y aurait de la réflexion, il y aurait de l'hésitation. Or, c'est tout ce qu'il ne faut pas pour être ici parfaitement efficace. C'est pour ça que l'instinct, c'est une voie magnifique pour Bergson autant que l'intelligence. Parce que finalement, dans les 2 cas, vous voyez l'utilisation est, on pourrait presque dire, parfaitement adaptée et optimale. Donc heureusement qu'il y a cette mécanique. Heureusement qu'il y a pas d'hésitation. L'intelligence hésite trop pour avoir cette efficace-là, hein. Imaginez si le chimpanzé, vous connaissez, hein, c'est la fable qui dit, heu, je crois que c'est une coccinelle qui dit à un mille-pattes, «Comment tu t'y prends pour marcher?» Et donc le mille-pattes commence à réfléchir comment il s'y prend pour marcher, pour faire bouger chacune de ses pattes, si bien qu'il n'arrive plus à marcher, il reste immobile, et figé. Heu, En fait, l'instinct, il a besoin véritablement de ne pas hésiter, d'être, efficacement mécanique. OK? Heu, L'intelligence, elle, fonctionne pas de la même manière parce qu'elle, justement, comme elle a pas de savoir-faire inné, elle va fabriquer et utiliser des outils, des instruments qui, eux, ne sont pas organisés, contrairement à l'animal, mais qui sont inorganisés. Ça veut dire quoi des instruments inorganisés? Ça veut dire des outils artificiels. Des outils artificiels qui sont faits de matière inerte, justement, qui ne font pas partie de son corps. Quand j'utilise ça, ça ne fait pas partie de mon corps à l'origine, comme moyen de communication. C'est un moyen artificiel, c'est un outil artificiel qui est fait de matière inerte, hein, et qui ne fait pas partie de mon corps. Donc, alors les outils artificiels, souvent sont beaucoup plus grossiers que les outils naturels. Regardez, même quand on utilise un outil artificiel, un instrument artificiel aussi incroyable que l'intelligence artificielle, il n'empêche que pour l'instant, un réseau de neurones artificiels, c'est infiniment moins complexe qu'un cerveau. Pour l'instant, c'est infiniment moins complexe qu'un cerveau. Donc, c'est souvent, voilà, ces instruments, inorganisés, faits de matière inerte, ces instruments, ces outils artificiels sont souvent plus grossiers que l'organe, hein, que ce qu'on trouve dans la nature, c'est-à-dire les organes. Hein, voilà, l'épée, par exemple, est plus grossier que l'aiguillon, hein, de l'abeille. Il n'est pas soudé au corps. Et comme il n'est pas soudé au corps, ça veut dire qu'on peut le modifier. Ça veut dire qu'on peut l'améliorer sans fin, justement. Hein, on peut le modifier, l'améliorer sans fin. Et ça c'est un point essentiel pour Bergson, parce que c'est là qu'apparaît, vous comprenez, la technique. Dans cette amélioration de l'outil, à un tel point qu'on va même faire des outils pour faire des outils, hein, ce qu'on appelle dans le jargon des méta-outils, c'est-à-dire des outils pour faire des outils. Donc, vous voyez, le fait que l'outil soit détaché le rend plus grossier, mais en même temps, eh bien, on peut l'améliorer sans fin. On peut le procéder sur cet outil à une amélioration sans fin. Donc ça, c'est assez incroyable. Et je rajoute juste un truc avant de faire une première petite pause et peut-être de répondre à une question que je vois dans le chat. Mais comme l'outil, il est détaché de nous, ça pousse aussi à un autre truc, c'est que comme l'outil est détaché de nous, eh bien, il agit également sur nous. Et ça, vous allez voir dans la suite, ça va être un point essentiel. C'est-à-dire que nous agissons sur nos outils, nous les fabriquons, nous les améliorons, et cetera. Mais en retour, ces outils agissent également sur nous. On parle, de bicausalité. Bicausalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai une action menée sur les outils, mais en même temps, ces outils ont une action menée sur nous. Alors, est-ce que c'est néfaste, hein? Alors, vous allez voir Clément, c'est là qu'on va s'intéresser, à l'autre auteur. On en a fini avec Bergson. J'espère que vous avez à peu près compris, hein, ce que dit Bergson. On en a fini avec Bergson, mais, est-ce que c'est néfaste, hein? C'est tout le problème et c'est toute vous savez, on emploie souvent le mot grec pour parler de la technique. On emploie le mot pharmakon en grec, qui a donné d'ailleurs pharmacie. Et pharmakon, c'est un mot qui est intéressant parce que pharmakon, c'est le remède, mais c'est aussi le poison. Le fait que la technique agisse sur nous, en retour, par certains aspects, c'est bien du pharmakon. C'est un remède, c'est aussi un poison.
Parce qu'évidemment, oui, vous l'avez compris, il peut y avoir des effets néfastes. Mais on va voir justement ça avec, un paléanthropologue dans un instant. Heu et du coup, les transhumains, oui, je vois ce que vous avez en tête, vous vous dites: «Bah, les transhumains, justement, ils veulent, incorporer la technique, heu, ils veulent incorporer la technique». Hem, mais est-ce que ça en fera un organe naturel? Et ça, c'est une question extrêmement compliquée. Extrêmement compliquée, sans compter que oui, est-ce que ça en fera un organe naturel? Heu, moi, alors, je pense que non, mais par contre, moi, je pense toujours aux jeux vidéo et au gameplay. Vous savez, les automatismes qu'on atteint avec le gameplay à un moment, qui est plus de l'ordre de la réflexion, mais qui est de l'ordre de c'est intuitif. On ne réfléchit plus à ce qu'on fait et d'ailleurs, vous le savez, dans plein de jeux vidéo, justement, il faut chasser l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est l'hésitation, c'est le calcul, c'est la réflexion, c'est la distance et il nous en faut pas. Une grande partie de l'immersion du jeu vient, de son aspect jouable. C'est-à-dire, est-ce que le gameplay est-ce qu'on peut intégrer le gameplay au point qu'il devienne, vous savez, le flow dans les jeux vidéo, c'est ce moment où, en fait, on est dans de l'infraconscient. C'est-à-dire qu'on ne conscientise plus, on a des réflexes qui sont infraconscients, c'est-à-dire, qui sont en dessous du seuil de conscience. On n'a pas eu le temps de réfléchir à ce qu'on fait. On le fait et c'est là qu'on commence à apprécier un jeu et c'est là que le jeu devient immersif. L'aspect immersif du jeu, souvent, n'a rien à voir avec les décors, hein. Moi qui ai poncé, certains jeux, voilà, sur, Super Nintendo, voire sur Game Boy, je peux vous assurer que c'était pas la réalité des graphismes, qui faisaient que. Non, le gameplay, fait beaucoup de l'expérience immersive. Beaucoup, beaucoup, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui le délire sur, la VR et cetera, heu peut-être que c'est qu'un délire, parce que finalement c'est pas de là que vient l'immersion peut-être, hein, pour le coup. Oui, il y a un plaisir à comprendre un gameplay hermétique, mais vous remarquerez un truc, c'est que le deuxième plaisir, c'est quand le gameplay hermétique, vous l'avez complètement intégré. Quand vous avez complètement intégré c'est là que vous êtes vraiment en interaction avec le jeu, hein, c'est là qu'il se passe quelque chose et d'ailleurs, c'est l'ergonomie du gameplay est vachement intéressante parce que, on dans le gameplay, il y a des choses qui nous sont familières. Par exemple, spontanément, on sait comment on saute la plupart du temps, assez intuitivement, même si on connaît pas le gameplay. On sait comment on se protège, il y a des trucs qui viennent assez naturellement, mais il y a aussi, toute une réflexion chez les concepteurs de jeux justement pour jouer sur les gameplays et réfléchir comment modifier un gameplay, ça peut apporter une expérience supplémentaire. Heu, alors ça, il faudrait m'expliquer Clément ce que vous entendez par là. Il faudrait m'expliquer quand vous dites: «C'est l'activation de mécanismes venant du réel», faudrait m'expliquer. Mais en tout cas, voilà, bon alors, heu on le prend comme notre réalité, oui et d'ailleurs on le prend comme notre réalité, Clément, parce que j'avais pas vu ça, on le prend comme notre réalité, c'est ce qui fait que quand je me baladais sur les plaines d'Hyrule, sur, par exemple, je sais pas, je vais prendre un vieux mais Ocarina of Time ou voire même, Link to the Past, heu, c'était pas des graphismes, enfin si on compare à ça à, bah, Breath of Wild d'aujourd'hui, on va se dire: «Bon, c'est quand même, loin derrière». Mais pourtant l'immersion était incroyable et je crois que ce qui naissait aussi avec les mondes ouverts, enfin en tout cas presque ouverts on va dire, comme Ocarina of Time, c'était aussi l'idée du free play. L'idée de jouer sans être dans une finalité de quête de jeu quoi. Ou alors, l'apparition des quêtes secondaires mais complètement, accessoires. En tout cas voilà, il y avait quelque chose qui se passait de ce côté-là dans l'immersion. J'en arrive donc on a fini sur ce truc de Bergson là, hein, en disant, en fait, on a des outils qui sont donc extérieurs à nous et ces outils en retour agissent sur nous. Ça, c'est quand même pas rien, ces outils agissent sur nous et là, là, il faut qu'on parle de quelqu'un, il faut qu'on parle de le roi, Gouran. Alors attendez, je vous le mets je déteste l'image que j'ai utilisée pour le roi Gouron. Elle me dégoûte. Alors vous allez la voir dans un instant puisque évidemment, c'est toujours le même problème. Heu, cette image me dégoûte passablement. Mais de toute façon les images de cerveau, alors c'est con parce que j'adore la neuro mais hem, oui, le remake, oui, on va voir. Bah, après, j'ai quelques
Ouais, j'ai quelques, ouais, je m'interroge beaucoup sur cette, ressortie, cette ressortie d'Ocarina of Time sur Switch. Bon, je pense pour les gens de ma génération, voilà, Ocarina of Time, il y a quand même, c'est une Madeleine de Proust, hein, quand j'entends, Evie qui appelle, «Hey!», ça crée tout de suite quelque chose chez moi, c'est incroyable, hein, bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, c'est vrai que le remake m'inquiète un peu, voilà. Je me demande si c'est une bonne chose. Hem Et puis ça dit quelque chose aussi, là, il faudrait faire du Mark Fisher, qui est un philosophe, fascinant sur, les formes culturelles, et est-ce que ça dit pas quelque chose, les reboots, à répétition? Heu, ouais, que j'ai acheté pour mon fils. J'ai acheté la Switch 2 à mon fils et je l'ai fait je l'ai fait clairement à contre-cœur, mais comme il est trop choupichou, j'étais un petit peu obligé, enfin pour mes 2 fils, parce qu'en fait l'autre joue autant, mais ma fille qui s'en fiche, mais ouais, c'est oui, oui, ça coûte un rein, quoi. Donc on en arrive au 2e auteur de la soirée, Léo. 2e auteur de la soirée, donc déjà je vois qu'il est 22h20, donc je sais que, et je voulais vous parler d'un truc perché à la fin, un truc assez incroyable, mais j'aurais pas le temps de le développer malheureusement. J'aurais bien aimé vous parler de la techno-religion, mais voilà, ça, on va être un peu court en termes de temps. Donc le roi Gouron, OK? Le roi Gouron, après c'est juste que Loulou, si vous vous couchez super tard, ça va être compliqué, enfin, bon, on verra à la fin, mais ça me paraît un peu compliqué, faut pas qu'on s'assomme non plus. Mais bon, vraiment, je pense de plus en plus à faire à faire une chaîne l'année prochaine, sur la philo et la technique. Spécifiquement parler des objets techniques actuels. Donc, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler si cette chaîne, voilà. Là, j'ai fait juste une chaîne pour mettre mes live Twitch, en replay. Mais du coup, quand j'ai créé la chaîne, je me suis dit: «Pourquoi pas faire un truc», voilà, je me dis: «Ça pourrait être pas mal». En tout cas, donc, vous avez son nom au tableau, hein, le roi, Gouron. Donc le roi Gouron, c'est un paléanthropologue et un préhistorien, qui a écrit un livre qui fait date, qui est toujours un livre qui questionne, hein, chez les préhistoriens, qui est voilà, qu'on le conteste ou qu'on l'accepte, c'est un livre qui fait toujours discuter. En tout cas, c'est un livre que vous devez connaître dans votre culture perso et encore plus pour le bac. Ça s'appelle «Le geste et la parole». Ah, pas compliqué à se rappeler, hein. Le geste et la parole, hein. Donc c'est un bouquin qui est sorti dans les années 60, et qui a été très important, voilà, qui a vraiment fait date, et vous allez voir pourquoi je parle de le roi, Gouron. Le roi Gouron, il dit en fait, on se trompe sur la manière dont la technique est apparue, chez les hommes. On se trompe sur la manière dont la technique est apparue chez les hommes. On a une conception, alors, je vais l'écrire dans le chat, mais le roi Gouron dit: «On a une conception qui est trop, heu, encéphalo-centrée». Ouais, il fallait le trouver celle-là, hein, centré. Là, vous vous dites: «Pourquoi il n'utilise pas le clavier de son ordi?» Bah, il y a une partie de flemme, hein, on va pas se le cacher. Hem, la conception qu'on a de la technique est beaucoup trop encéphalo-centrée. Hem Ça veut dire quoi encéphalo-centré? Bon, vous avez déjà un petit indice, c'est qu'il y a cerveau dedans, hein, donc il y a l'idée du cerveau. Ça veut dire quoi encéphalo-centré? Ça veut dire que comment on se visualise les choses? Nous, on imagine que, il y a un homme qui est intelligent et du coup, comme il est intelligent, qu'il a un gros cerveau, d'où l'image que je vous ai mis, au tableau. Il a un gros cerveau et donc, bah, comme il a un gros cerveau, bah, il s'est mis à utiliser des outils. Et pourquoi c'est quoi cette conception? C'est l'idée que la technique, d'une certaine manière, ce serait une application de l'intelligence humaine. Et c'est bien comme ça qu'on la voit, hein, la technique, ce serait une application de l'intelligence humaine. Il y aurait d'abord l'intelligence et après la technique, hein. C'est parce qu'on est intelligent, on a inventé l'IA, par exemple. Mais c'est aussi parce qu'on est intelligent qu'on a inventé le silex biface.
pour couper des trucs. Vous savez, silex biface qui permettait d'être tranchant et donc de couper des trucs. C'est parce qu'on est intelligent que, OK? Qu'il y a 500 000 ans, en tout cas, on va dire à partir des fouilles, en l'état actuel des choses, il y a 500 000 ans, on a domestiqué le feu. Et c'est pas un détail, hein, et vous avez vu dans le mythe de Prométhée, ils volent le feu à Héphaïstos. C'est-à-dire que les Grecs avaient compris que le feu, c'est pas rien. Et oui, le feu, c'est pas rien. Le feu, ça a radicalement changé l'homme, hein. Oui, ça a radicalement changé l'homme. Et c'est ça le truc. C'est qu'en fait, le roi Gourand, ce qu'il va nous expliquer, c'est que ça marche pas du tout comme ça. La technique, c'est pas une application de l'intelligence. En fait, les deux évoluent simultanément. Intelligence et technique. Les deux évoluent simultanément. C'est pas une grosse intelligence qui crée de la technique. On devient aussi intelligent parce que on utilise des objets techniques. Vous voyez, c'est un rapport circulaire entre les deux, c'est un rapport contemporain entre les deux. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Hein, parce que le roi Gouan, quand il fait des fouilles, il se rend compte que, en fait, ça marche pas du tout cette idée de l'homme qui est intelligent et donc qui invente des objets techniques, etc., qui seraient des applications. Non, ça marche pas du tout comme ça. Mais en tout cas, l'intelligence est donc essentielle à la technique, mais surtout, inversement, Clément, la technique est essentielle à l'intelligence. En fait, ça marche dans les deux sens. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. C'est le roi Gouran qui évoque ça. Il y a un moment, on a eu Homo erectus. Homo erectus, c'est quoi? C'est ce moment un peu particulier où on va adopter la posture verticale. On parle de verticalisation. On va adopter une posture bipède. Et ça va avoir un effet. C'est que comme on se met sur nos deux pattes, on ne sait pas exactement pourquoi on l'a fait. On a des hypothèses, mais on ne sait pas pourquoi on l'a fait. Mais comme on a adopté la posture bipède, qu'est-ce qui s'est passé? La main n'a plus été utilisée pour la locomotion. Jusqu'à ce moment-là, la main était utilisée pour la locomotion. Là, la main n'a plus été utilisée pour la locomotion. Donc la main s'est libérée. Et comme la main s'est libérée, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire, la main? Elle a fait davantage de préhension. Préhension, ça veut dire prendre des trucs. Et oui, ma main est libérée. Je ne l'utilise plus pour me déplacer. Donc, je me mets à prendre des trucs. Je me mets à utiliser ma main comme un outil. Alors là, c'est un outil, on pourrait dire, en partie organisé, c'est-à-dire un outil qui fait partie de mon corps. Mais pourquoi je dis en partie? Parce qu'on la détourne de sa fonction biologique d'origine, qui était la locomotion, justement. C'était la locomotion. Donc, on détourne la main de sa fonction d'origine pour l'utiliser pour faire autre chose, pour faire de la préhension. Et qu'est-ce que ça a comme effet, ça? Ça a comme effet que quand je commence à utiliser ma main comme un organe de préhension, ça développe le cerveau. L'utilisation ici de l'outil, à savoir ma main comme outil de préhension, va développer mon cerveau. De même, le fait que je me mette toujours sur mes deux pattes, que j'adopte la bipédie, ça va libérer ma face. Alors pourquoi ma face? La face, c'est ça, hein, c'est vraiment le visage. Hein. Ça va libérer ma face, parce que à quoi elle servait la face à l'origine? La face, elle servait à faire de la préhension. Et oui, quand j'utilisais pas ma main pour prendre, j'utilisais mes dents, j'utilisais ma mâchoire. Ma face, elle était consacrée à l'appréhension. OK? Et donc, si ma face arrête d'être utilisée pour faire de l'appréhension, qu'est-ce qui passe? J'ai plus besoin d'une mâchoire massive. J'ai plus besoin de cette mâchoire massive pour faire de l'appréhension. Et le fait que j'adopte une posture bipède, vous voyez, j'ai plus la tête qui pèse en avant. Avant, la tête pesait en avant. Si j'ai plus la tête qui pèse en avant, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus besoin déjà d'une nuque avec des muscles, vous savez ce qu'on appelle les muscles nucales bien vénères, puisque j'ai plus cette tête qui part en avant. La tête tient en équilibre sur le tronc. Et j'ai plus besoin d'avoir une mâchoire absolument énorme. Donc allègement du poids et possibilité du développement de l'encéphale.
possibilité du développement du cerveau. En fait, si on dessinait les choses correctement, on devrait dire, que ça ressemble davantage à ce que je vous mets là. C'est-à-dire, on a un petit cerveau qui va se développer par la technique, hein. Et par exemple, bah, à partir du moment où ma tête, tient en équilibre sur mon tronc comme ça, hein, et que, la les muscles de la mâchoire, on sait que ça a entraîné tout un tas de choses. Ça a entraîné une contraction de la face, par exemple. Le fait de plus avoir besoin, d'une mâchoire, vous savez de gros, sigma, et bien, ça a libéré véritablement, l'encéphale, la boîte crânienne, et ça a aussi, entraîné une modification, par exemple, au niveau du larynx. Et qu'est-ce qui va apparaître grâce à cette, modification de la position du larynx? Eh bien, va apparaître la possibilité d'articuler. Donc va apparaître, bah, ni plus ni moins, le langage. Hein. Donc, vous voyez, en fait, tout ça à cause du fait que je me mets à marcher sur mes 2 pattes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Alors, où est-ce que je veux en venir? C'est que, alors je pour que vous compreniez, voilà, j'avance, heu, tac, excusez-moi, heu, je mon ordinateur est vraiment au bout du game, hein, voilà. Heu, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Heu, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Beh, ce qu'il faut comprendre, c'est que, les animaux, dans la nature, ils sont confrontés à des problèmes, OK? Les animaux, hein, quand ils sont dans la nature, ils sont confrontés à des problèmes et ils les résout avec, eh bien, des solutions qui sont présentes dans leur organisme. Là, on retrouve l'outil organisé dont on parlait tout à l'heure avec Bergson, hein. Par exemple, le pic, du bec, hein, le pic, du bec chez le pivert. Par exemple, la griffe, dans la patte du félin. OK? Donc il résout les problèmes avec, des solutions qui sont déjà présentes dans son organisme. L'homme, lui, qu'est-ce qu'il a dû faire? Eh bien, l'homme, en quelque sorte, on pourrait dire qu'il a placé ses organes hors de son corps. Il a placé les organes hors de son corps. En fait, en quelque sorte, l'homme, il a élaboré des organes externes. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez, hein, mais on pourrait dire l'homme, il a vraiment extériorisé ses fonctions organiques. Je vous donne un exemple tout con, la mémoire. La mémoire, c'est un très bon exemple. La mémoire, c'est normalement, quelque chose qui nous appartient, hein, c'est quelque chose qu'on a, qui est interne. Eh bien, l'homme va externaliser la mémoire et notamment, il va externaliser la mémoire avec quelle technique? Eh bien, avec l'écriture. L'écriture, c'est une manière d'externaliser sa mémoire, ce qu'on disait tout à l'heure. OK? Et l'homme ne va pas cesser d'extérioriser ses fonctions. Hein, il va, voilà, toutes les fonctions qu'il a, une à une, il va les extérioriser. Et le problème, c'est que, alors, c'est ce qui lui permet de progresser, de créer notamment une véritable niche technique. C'est-à-dire que nous, on vit dans un environnement technique. On vit au sein de nos organes extériorisés. Hein, c'est ça notre spécificité d'être vivant, c'est qu'on évolue dans des niches qui sont des technosphères. Hein, on évolue dans des niches qui sont entièrement techniques, qui sont une extériorisation de nos organes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il faut comprendre que la technique, du coup, c'est un milieu. C'est véritablement un milieu. C'est pas un instrument. C'est un milieu au sein duquel on évolue. Et du coup, beh, ce milieu, il rétroagit sur nous. C'est-à-dire, nous, on s'adapte en permanence à ce milieu technique. Hein, et donc, eh bien, ça a un effet, évidemment, sur notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau s'adapte en retour à ce milieu technique. Et ça, c'est vraiment notre spécificité. C'est que nous, notre évolution, elle vient aussi du fait qu'à un moment, nous ne sommes pas adaptés à la nature, strictement parlé, on s'est mis à s'adapter au milieu qu'on avait créé, ce milieu étant basé sur l'extériorisation de nos organes. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, la personne d'entre nous ne vit dans la jungle amazonienne, quoi. C'est-à-dire, et même celui qui vit dans la jungle amazonienne, faudrait pas croire qu'il vit dans la nature. Lui aussi, il vit, dans des organes extériorisés.
Extériorisation de la mémoire, regardez, extériorisation par exemple, de la communication, hein, avec ça. Extériorisation, voilà, c'est ce qu'on fait tout le temps. Le problème c'est quoi? C'est que, cette extériorisation, elle inquiète aussi le roi Gourand. Pourquoi? Parce qu'il se dit, on vit de plus en plus dans un milieu, oui, alors ça a créé un confort, ça va de soi. Mais ce qui inquiète le roi Gourand, c'est un peu plus dangereux que ça. C'est que, vous comprenez, c'est la technique qui nous a rendus humains. Ce sont nos outils qui ont développé notre cerveau et qui nous ont rendus humains, autant qu'on a développé des outils. C'est-à-dire, nous nous adaptons et nous changeons en fonction des outils aussi que nous créons. Et ces outils font évoluer notre intelligence. À partir du moment où on a pu externaliser notre mémoire, qu'on a pu écrire, vous vous doutez que ça a été un boom pour la connaissance. À partir du moment où on a pu imprimer ces écrits avec Gutenberg et les diffuser, ça a augmenté l'échange de connaissances, le partage de connaissances, et ça a augmenté notre intelligence. Mais vous voyez, ça ne s'arrête jamais en fait. Aujourd'hui, les instruments qui font partie de notre quotidien, évidemment, ont un effet sur notre intelligence. Le partage est encore plus rapide de la connaissance. On a accès à l'ensemble de la connaissance quasiment humaine en 2 secondes depuis chez nous. Évidemment que ça modifie en retour notre intelligence. Donc il faut voir ça vraiment comme un truc circulaire, vous voyez, la technique et l'intelligence. C'est un mouvement circulaire. L'un cause le premier cause l'autre. C'est pas quelque chose d'unilatéral. Mais ce qui inquiète le roi Gourand, c'est quoi? Et il écrit ça dans les années 60, hein. Il dit c'est qu'à force d'externaliser comme ça nos organes, à force d'extérioriser nos fonctions de plus en plus, eh bien, et de vivre donc dans des niches techniques, véritablement dans des milieux techniques, eh bien, ce qui l'inquiète, c'est que l'homme perde quelque chose. Que l'homme finisse aussi par perdre quelque chose. C'est-à-dire, le processus d'encéphalisation, le processus qui a développé notre intelligence, devient le processus qui menace notre intelligence. Et notamment, eh bien, une des premières choses à laquelle pense le roi Gourand, c'est un homme qui ne sait plus rien faire. C'est un homme qui ne sait plus rien faire. Et c'est peut-être pas un truc à prendre à la légère. Le fait qu'on ait une perte de nos capacités motrices. Hein, je vous ai mis Wall-E sur l'écran, parce que Wall-E, c'est exactement ça. Hein. Quand Wall-E arrive chez les humains, vous vous rappelez, ils peuvent plus marcher, ils peuvent plus. En fait, ils ont perdu l'ensemble de leurs capacités motrices. À force d'externaliser nos fonctions et nos organes, ce qui inquiète véritablement le roi Gourand, c'est une sorte d'atrophie. Une atrophie de notre imagination motrice, le fait qu'on devienne spectateur de la technique, hein. C'est incroyable parce que Wall-E décrit vraiment ça, hein, mais qu'on devienne véritablement spectateur de la technique. Que la technique, elle s'élabore et le roi Gourand dit un truc, et ça c'est vraiment très important que vous le pigez, c'est que le roi Gourand, il nous dit: «Il faut avoir conscience que la technique, elle s'est toujours élaborée en nous confisquant quelque chose». La technique, elle s'est toujours élaborée en nous confisquant quelque chose. Regardez, quand on a inventé n'importe quel outil, eh bien, du coup, par exemple, je sais pas, je vais en prendre un truc vraiment tout con, hein, mais quand on a inventé la lance, en fait, elle est en quelque sorte, apparue aussi en nous confisquant quelque chose. Je sais pas, regardez, j'essaie de trouver un exemple qui pourrait mais le fait d'utiliser des machines nous a fait perdre en force motrice. Le fait d'utiliser des machines nous a fait perdre en force motrice. Mon grand-père, il faisait 14 bornes pour aller au taf le matin. Ça lui paraissait pas incroyable. Et voilà, il avait l'habitude. Nous, par exemple, on a des modes de vie de plus en plus sédentaires parce que la machine nous relaie. La machine, elle nous relaie physiquement, mais elle se contente pas de nous relayer physiquement, la machine. La machine, elle nous relaie intellectuellement aussi, puisque ce sont toutes nos fonctions qu'on externalise. Et jusqu'à quel point pensez à un exemple, pensez à un artisan. Un artisan qui aujourd'hui va, pour concevoir un meuble,
il va utiliser un ordinateur. Hein, il va utiliser un ordinateur, il va utiliser un logiciel pour concevoir le meuble et après, il va prendre sa clé USB, il va la mettre, ou il va l'envoyer directement sur une imprimante 3D et l'imprimante 3D, va faire le meuble. Incroyable, il va faire plein de meubles, il a beaucoup plus de liberté probablement dans la manière de faire le meuble et cetera. Oui, mais vous comprenez qu'il y a une compétence qui est confisquée. L'art de, je sais pas, l'ébénisterie, de la menuiserie change. Il y a des choses qu'on ne sait plus faire du coup. Et ce qui inquiète le roi Gourand, c'est qu'on sache faire de moins en moins de choses. Ça m'inquiète véritablement. Qu'on se repose trop sur la technique, oui. Alors, il y a beaucoup de débats chez les philosophes justement sur ça. Parce qu'ils sont pas technophobes, hein. Il ne s'agit pas forcément de dire qu'il faut supprimer la technique. Mais c'est ce qui fait dire aussi à un philosophe comme Nick Bostrom que l'adaptation à la technique à venir, à la technologie même, à cette technique qui repose sur la science moderne, hein, va supposer qu'on se modifie nous-mêmes. Bostrom, il dit, voilà, à un moment, on retrouve ça aussi chez Ray Kurzweil. Ray Kurzweil, qui a été une des grandes figures pensantes de la tech, Ray Kurzweil disait, il y a un moment où il faudra se modifier, nous, pour continuer le processus de progrès technique. Tout simplement pour s'adapter à ce milieu technique qui va être de plus en plus en mouvement, de plus en plus rapide, de plus en plus, etc., de plus en plus performant, voilà. Donc voilà. Mais cette évolution peut être un danger comme oui, mais si vous voulez, l'arme nucléaire, c'est le premier truc qui vous vient. Je vais en parler pour clôturer là. C'est le premier truc qui nous vient, on pense à l'arme nucléaire et cetera. Mais ce qui nous vient moins, c'est le fait que, en fait, la technique a permis l'émergence de l'intelligence humaine. Nous sommes des homo faber au sens où la technique a permis l'émergence de notre intelligence. Et aujourd'hui, et comment elle l'a permis? Elle l'a permis par un mouvement simple, externaliser nos fonctions. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est cette externalisation de nos organes, de nos fonctions, qui nous confisque de plus en plus de choses. Et l'inquiétude qu'a le roi Gourand dans les années 60, c'est de se dire est-ce qu'on risque pas finalement de réduire l'humanité à ce que vous voyez à l'écran? C'est-à-dire un homme qui appuie sur un bouton. Est-ce que c'est pas ça le risque? L'artisan qui conçoit son meuble par assistance ordinateur et avec une imprimante 3D, est-ce qu'on y gagne? Est-ce qu'on y gagne par rapport à l'art de l'ébénisterie ou de la menuiserie? Et est-ce qu'on y gagne vraiment? Et l'inquiétude, c'est regardez, pensez, on externalise de plus en plus notre mémoire. C'est un truc tout bête, vous vous sentez pas obligé toujours de retenir les trucs parce que vous vous dites: «C'est pas grave, cette info elle est disponible, elle est sur mon téléphone». Regardez tout ce que vous avez extériorisé en termes d'organes dans votre téléphone. Vous avez extériorisé par exemple votre mémoire, OK. Mais vous avez extériorisé, de plus en plus de choses et GPT, accentue ça. Hein, faire une recherche. Faire une recherche, ah oui, ça devient de plus en plus simple. Mais en nous confisquant aussi de plus en plus, des choses. La capacité de s'orienter dans un univers, virtuel, de réfléchir, où est-ce qu'il faut que j'aille chercher, la capacité d'avoir un recul critique sur l'information qui arrive, et cetera, et cetera. Donc oui, on y a gagné, mais ça nous a peut-être confisqué aussi des choses. C'est l'exemple que je prends toujours avec mes élèves, cette question de mémoire externalisée, fait aussi que la Gen Z est quand même en galère quand il s'agit de mémoriser des trucs. Et c'est peut-être pas pour rien, hein, c'est peut-être pas, voilà. On peut le relier aujourd'hui avec les drones tueurs où les ordres sont plus décidés par un humain. Tac, excusez-moi. Heu, je mon ordinateur est vraiment au bout du game, hein, voilà. Heu, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Heu, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Beh, ce qu'il faut comprendre, c'est que, les animaux, dans la nature, ils sont confrontés à des problèmes. OK? Les animaux, hein, quand ils sont dans la nature, ils sont confrontés à des problèmes et ils les résout avec, eh bien, des solutions qui sont présentes dans leur organisme. Là, on retrouve l'outil organisé dont on parlait tout à l'heure avec Bergson, hein. Par exemple, le pic, du bec, hein, le pic, du bec chez le pivert.
par exemple la griffe, dans la patte du félin. OK? Donc il résout les problèmes avec, des solutions qui sont déjà présentes dans son organisme. L'homme, lui, qu'est-ce qu'il a dû faire? Eh bien, l'homme, en quelque sorte, on pourrait dire qu'il a placé ses organes hors de son corps. Il a placé les organes hors de son corps. En fait, en quelque sorte, l'homme, il a élaboré des organes externes. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez, hein, mais on pourrait dire l'homme, il a vraiment extériorisé ses fonctions organiques. Je vous donne un exemple tout con, la mémoire. La mémoire, c'est un très bon exemple. La mémoire, c'est normalement, quelque chose qui nous appartient, hein, c'est quelque chose qu'on a, qui est interne. Eh bien, l'homme va externaliser la mémoire et notamment, il va externaliser la mémoire avec quelle technique? Eh bien, avec l'écriture. L'écriture, c'est une manière d'externaliser sa mémoire, ce qu'on disait tout à l'heure. OK? Et l'homme ne va pas cesser d'extérioriser ses fonctions. Hein, il va voilà, toutes les fonctions qu'il a, une à une, il va les extérioriser. Et le problème, c'est que alors, c'est ce qui lui permet de progresser, de créer notamment, une véritable niche technique. C'est-à-dire que nous, on vit dans un environnement technique. On vit au sein de nos organes extériorisés. Hein, c'est ça notre spécificité d'être vivant, c'est qu'on évolue dans des niches qui sont des technosphères. Hein, on évolue dans des niches qui sont entièrement techniques, qui sont une extériorisation de nos organes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il faut comprendre que la technique, du coup, c'est un milieu. C'est véritablement un milieu. C'est pas un instrument. C'est un milieu au sein duquel on évolue. Et du coup, ben, ce milieu, il rétroagit sur nous. C'est-à-dire, nous, on s'adapte en permanence à ce milieu technique. Hein, et donc, eh bien, ça a un effet, évidemment, sur notre cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau s'adapte en retour à ce milieu technique. Et ça, c'est vraiment notre spécificité. C'est que nous, notre évolution, elle vient aussi du fait qu'à un moment, nous ne sommes pas adaptés à la nature, strictement parlé. On s'est mis à s'adapter au milieu qu'on avait créé, ce milieu étant basé sur l'extériorisation de nos organes. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein, la personne d'entre nous ne vit dans la jungle amazonienne, quoi. C'est-à-dire, et même celui qui vit dans la jungle amazonienne, faudrait pas croire qu'il vit dans la nature. Lui aussi, il vit dans des organes extériorisés. Extériorisation de la mémoire, regardez, extériorisation, par exemple, de la communication, hein, avec ça. Extériorisation, voilà, c'est ce qu'on fait tout le temps. Le problème, c'est quoi? C'est que, bah, cette extériorisation, elle inquiète aussi le roi Gourand. Pourquoi? Parce qu'il se dit, on vit de plus en plus dans un milieu, oui, alors ça a créé un confort, ça va de soi. Mais ce qui inquiète le roi Gourand, c'est un peu plus dangereux que ça. C'est que, vous comprenez, c'est la technique qui nous a rendus humains. Ce sont nos outils qui ont développé notre cerveau et qui nous ont rendus humains, autant qu'on a développé des outils. C'est-à-dire, nous nous adaptons et nous changeons en fonction des outils aussi que nous créons. Et ces outils font évoluer notre intelligence. À partir du moment où on a pu externaliser notre mémoire, qu'on a pu écrire, vous vous doutez que ça a été un boom pour la connaissance. À partir du moment où on a pu imprimer ces écrits avec Gutenberg et les diffuser, ça a augmenté l'échange de connaissances, le partage de connaissances, et ça a augmenté notre intelligence. Mais vous voyez, ça ne s'arrête jamais en fait. Aujourd'hui, les instruments qui font partie de notre quotidien, évidemment, ont un effet sur notre intelligence. Le partage est encore plus rapide de la connaissance. On a accès à l'ensemble de la connaissance quasiment humaine en 2 secondes depuis chez nous. Évidemment que ça modifie en retour notre intelligence. Donc il faut voir ça vraiment comme un truc circulaire, vous voyez, la technique et l'intelligence. C'est un mouvement circulaire. L'un cause le premier cause l'autre. C'est pas quelque chose d'unilatéral. Mais ce qui inquiète le roi Gourand, c'est quoi? Et il écrit ça dans les années 60, hein. Il dit c'est qu'à force d'externaliser comme ça nos organes, à force d'extérioriser nos fonctions de plus en plus, eh bien, et de vivre donc dans des niches techniques, véritablement dans des milieux techniques, eh bien, ce qui l'inquiète, c'est que l'homme
perde quelque chose, que l'homme finisse aussi par perdre quelque chose. C'est-à-dire, le processus d'encéphalisation, le processus qui a développé notre intelligence, devient le processus qui menace notre intelligence. Et notamment, eh bien, une des premières choses à laquelle pense, le roi Gourand, c'est un homme qui ne sait plus rien faire. C'est un homme qui ne sait plus rien faire et c'est peut-être pas un truc à prendre à la légère. Le fait qu'on ait une perte de nos capacités motrices. Hein, je vous ai mis, Wall-E, sur l'écran parce que Wall-E, c'est exactement ça, hein. Quand Wall-E arrive chez les humains, vous vous rappelez, ils peuvent plus marcher, ils peuvent plus en fait, ils ont perdu l'ensemble de leurs capacités motrices. À force d'externaliser, nos fonctions et nos organes, ce qui inquiète, véritablement le roi Gourand, c'est une sorte d'atrophie. Une atrophie de notre imagination motrice, le fait qu'on devienne spectateur de la technique, hein. C'est incroyable parce que Wall-E, décrit vraiment ça, hein, mais qu'on devienne véritablement spectateur de la technique. Que la technique, elle s'élabore et le roi Gourand dit un truc et ça, c'est vraiment très important que vous le pigiez, c'est que le roi Gourand, il nous dit: «Il faut avoir conscience que la technique, elle s'est toujours élaborée en nous confisquant quelque chose». La technique, elle s'est toujours élaborée en nous confisquant quelque chose. Regardez, quand on a inventé n'importe quel outil, eh bien, du coup, par exemple, je sais pas, je vais en prendre un truc vraiment tout con, hein, mais quand on a inventé la lance, en fait, elle est en quelque sorte, heu, apparue aussi en nous confisquant quelque chose. Je sais pas, regardez, j'essaie de trouver un exemple qui pourrait beh, le fait d'utiliser des machines nous a fait perdre en force motrice. Le fait d'utiliser des machines nous a fait perdre en force motrice. Mon grand-père, il faisait 14 bornes pour aller au taf le matin. Ça lui paraissait pas incroyable. Et voilà, il avait l'habitude. Nous, par exemple, on a des modes de vie de plus en plus sédentaires parce que la machine nous relaie. La machine, elle nous relaie physiquement, mais elle se contente pas de nous relayer physiquement, la machine. La machine, elle nous relaie intellectuellement aussi, puisque ce sont toutes nos fonctions qu'on externalise. Et jusqu'à quel point pensez à un exemple, pensez à un artisan. Un artisan qui aujourd'hui pour concevoir un meuble, il va utiliser un ordinateur. Hein, il va utiliser un ordinateur, il va utiliser un logiciel pour concevoir le meuble. Et après, il va prendre sa clé USB, il va la mettre ou il va l'envoyer directement sur une imprimante 3D. Et l'imprimante 3D va faire le meuble. Incroyable, il va faire plein de meubles, il a beaucoup plus de liberté probablement dans la manière de faire le meuble, etc. Oui, mais vous comprenez qu'il y a une compétence qui est confisquée. L'art de, je sais pas, l'ébénisterie, de la menuiserie change. Il y a des choses qu'on ne sait plus faire du coup. Et ce qui inquiète le roi Gourand, c'est qu'on sache faire de moins en moins de choses. Ça inquiète véritablement. Qu'on se repose trop sur la technique, oui. Alors il y a beaucoup de débats, chez les philosophes justement sur ça. Parce qu'ils sont pas technophobes, hein. Il ne s'agit pas de forcément de dire qu'il faut supprimer la technique. Mais c'est ce qui fait dire aussi à un philosophe comme Nick Bostrom que l'adaptation à la technique à venir, à la technologie même, à cette technique qui repose sur la science moderne, hein, va supposer qu'on se modifie nous-mêmes. Bostrom, il dit voilà, à un moment, on retrouve ça aussi chez Ray Kurzweil. Ray Kurzweil qui était une des grandes figures pensantes de la tech, Ray Kurzweil disait: «Il y a un moment où il faudra se modifier nous, pour, continuer le processus de progrès technique». Tout simplement pour s'adapter à ce milieu technique qui va être, de plus en plus en mouvement, de plus en plus rapide, de plus en plus, et cetera, de plus en plus performant, voilà. Donc voilà, mais cette évolution peut être un danger comme oui, mais si vous voulez, l'arme nucléaire, c'est le premier truc qui vous vient. Je vais en parler pour clôturer là. C'est le premier truc qui nous vient, on pense à l'arme nucléaire et cetera. Mais ce qui nous vient moins, c'est le fait que, en fait, la technique a permis l'émergence de l'intelligence humaine. Nous sommes des homo faber au sens où la technique a permis l'émergence de notre intelligence. Et aujourd'hui, comment elle l'a permis?
Elle l'a permis par un mouvement simple, externaliser nos fonctions. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est cette externalisation de nos organes, de nos fonctions, qui nous confisque de plus en plus de choses. Et l'inquiétude qu'a le roi Gourand, dans les années 60, c'est de se dire, «Est-ce qu'on risque pas, finalement, de réduire l'humanité à ce que vous voyez à l'écran?» C'est-à-dire, un homme qui appuie sur un bouton. Est-ce que c'est pas ça le risque? L'artisan qui conçoit son meuble par, assistance ordinateur, et avec une imprimante 3D, est-ce qu'on y gagne? Est-ce qu'on y gagne, par rapport à, l'art de l'ébénisterie ou de la menuiserie? Et est-ce qu'on y gagne vraiment? Et l'inquiétude, c'est, regardez, pensez, on externalise de plus en plus notre mémoire. C'est un truc tout bête, vous vous sentez pas obligé toujours de retenir les trucs parce que vous vous dites: «C'est pas grave, cette info elle est disponible, elle est sur mon téléphone». Regardez tout ce que vous avez extériorisé en termes d'organes dans votre téléphone. Vous avez extériorisé, par exemple, votre mémoire, OK. Mais vous avez extériorisé, de plus en plus de choses et GPT, accentue ça, hein, faire une recherche. Faire une recherche, ah oui, ça devient de plus en plus simple, mais en nous confisquant aussi de plus en plus, des choses. La capacité de s'orienter dans un univers, virtuel, de réfléchir, où est-ce qu'il faut que j'aille chercher, la capacité d'avoir un recul critique sur l'information qui arrive, et cetera, et cetera. Donc oui, on y a gagné, mais ça nous a peut-être confisqué aussi des choses. C'est l'exemple que je prends toujours avec mes élèves, cette question de mémoire externalisée, fait aussi que la Gen Z est quand même en galère quand il s'agit de mémoriser des trucs. Et c'est peut-être pas pour rien, hein, c'est peut-être pas, voilà. On peut le relier aujourd'hui avec les drones tueurs où les ordres sont plus décidés par un humain. Oui, oui, je vous conseille un excellent livre qui s'appelle Théorie du drone, d'ailleurs qui est absolument fascinant là-dessus. En montrant comment la technique ici du drone a changé considérablement, ce qu'est la guerre. Et effectivement, quelqu'un qui est dans une cabine, quelque part, heu, dans un État américain et qui mène une opération à 4000 kilomètres, évidemment, c'est pas le même rapport, hein, c'est évidemment pas le même rapport. Mais voilà, on externalise de plus en plus et voilà. Alors j'aimerais, est-ce que ça va? Est-ce que vous m'avez, compris sur le roi Gourand? Est-ce que vous avez pigé? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que ça vous a parlé? Parce que j'ai conscience que c'est pas évident ce que je vous explique, hein, donc faites-moi un petit retour dans le chat sur voilà, la compréhension que vous en avez. OK, ça a l'air, plutôt OK pour les gens? OK. Alors, écoutez, si c'est clair, moi je vous propose de clôturer avec un truc, c'est de revenir au mythe de Prométhée. En fait, c'est très, très, paradoxal si vous réfléchissez le mythe de Prométhée. Parce que le mythe de Prométhée, il nous dit en fait que c'est la technique qui fait de nous des hommes, qu'elle nous constitue en propre dans le vivant, vraiment. La technique nous constitue en propre dans le vivant. Elle nous dit ça, le mythe de Prométhée nous dit ça, et en même temps il nous dit, bah, ce qui nous constitue en propre, la technique, c'est un don divin. C'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui dépasse l'humain. En fait, ce qui fait l'humain, c'est aussi quelque chose qui dépasse l'humain. C'est un don des dieux, quoi, d'Héphaïstos et d'Athéna. Donc ça nous dépasse totalement. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça veut dire que, bah, l'un dans l'autre, ça veut dire que les Grecs ont eu une espèce d'intuition assez incroyable avec leur mythe. Ils ont eu l'intuition que, bah, finalement, dans la technique, il y a quelque chose, hein, qui véritablement nous dépasse. Et ça, on peut le voir sous 2 aspects. Premier, c'est l'effroi que peut susciter chez nous la technique. L'effroi que peut susciter chez nous la technique. Hein, je vous parlais, lors d'un live cette semaine, je vous parlais de Oppenheimer, lors des essais Trinity, hein. Vous vous rappelez, quand il dit, «Le destructeur des mondes», hein, la fameuse phrase des textes sanscrits qu'il lit à ce moment-là, il le lisait dans le texte en plus, Oppenheimer.
Et Oppenheimer, il ressent l'énergie prométhéenne, hein, pendant Trinity. Bon, je vous rappelais, je vous expliquais qu'il emporte aussi la culpabilité de ce vol odieux. Ce vol au Dieu, hein, en 2 mots, il emportera la culpabilité pour le restant de sa vie. Mais ça n'empêche qu'il ressent, ce que nous ressentons, face aux nuages atomiques, face à je sais pas si vous avez vu la série de Tchernobyl que je vous conseille prioritairement de regarder. Alors, sauf si vous êtes très sensible. Si vous êtes très sensible, vaut mieux éviter parce que c'est dur, mais qu'est-ce que c'est bien fait. Cette série est assez incroyable, c'est une mini-série, hein, en 6 épisodes, mais si vous l'avez pas vue, regardez la série Tchernobyl sur HBO, hein. C'est vraiment une excellente série et on voit, on éprouve quelque chose qui est très, très contradictoire finalement face à la technique, précisément parce qu'on éprouve le fait qu'elle nous dépasse, c'est qu'on éprouve quelque chose qui est de l'ordre à la fois de la fascination et à la fois de la peur. Et c'est très intéressant parce que quand on dit on éprouve à la fois de la fascination face à ce qui nous dépasse et à la fois de la peur, c'est quelque chose qu'on a théorisé de 2 manières dans l'histoire de la pensée. Le premier, c'est ce qu'on utilisait, il y avait un terme qu'on utilisait en philosophie des religions et dans la pensée des religions, on parlait je vous le mets dans le chat, le numineux. Le numineux, c'était ce qui était censé inspirer, le divin. Je veux dire avant même le christianisme, avant même, même dans les formes archaïques. Il y avait l'idée, le lumineux, c'était quoi? C'était cette espèce d'expérience faite, à la fois d'attrait, de fascination et à la fois, de frayeur devant ce qui nous dépasse. Et c'est bien ce qu'on éprouve d'une certaine manière et là, on retrouve la ouais, le truc divin, du mythe de Prométhée. Ce dont nous fait peur, on se sent coupable de l'utiliser comme Oppenheimer. On sent que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. On sent que c'est quelque chose qui nous dépasse, hein. Vous connaissez ce mot qu'utilisent les Grecs pour dire que quelque chose, relève de la démesure et c'est ce que nous disent les Grecs. Ils nous disent: la technique relève de l'hubris, de la démesure. De la démesure, c'est-à-dire ce qui n'a pas de mesure. Chez les Grecs, la démesure, c'est pas cool, hein. Ils aiment pas la démesure, les Grecs. Les Grecs, c'est la civilisation de la mesure, justement. Et nous sommes les héritiers des Grecs, de ce point de vue-là. Et là, en fait, on est, et ça, on le ressent quand on voit, une explosion nucléaire, quand on voit même une centrale nucléaire d'ailleurs, dans son aspect impressionnant d'ailleurs, faudrait désacraliser et comprendre comment ça fonctionne. Mais ça, on le ressent. Face à un paquebot absolument gigantesque, face cette espèce de truc de, ça peut pas être humain. Le décollage d'une fusée d'un lanceur, vous savez, sur un pas de lancement, le décollage d'un lanceur, pensez à la fusée Saturn et Loulou. 110 mètres de haut qui décolle. 110 mètres de haut qui vont être poussés à un moment, dans une vitesse nominale de 10 000 km/h. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un immeuble. Tout cela nous dépasse, tout ça crée chez nous cette espèce de mélange de lumineux, c'est-à-dire de mélange de fascination. Normalement, c'était un sentiment religieux, le lumineux, c'était consacré aux religieux et là, pour la première fois, on l'éprouve pour les objets techniques. Il y a autre chose qui relève de ça aussi, c'est le sublime. Vous vous rappelez, je vous en parlais, le sublime lors d'un live précédent et je vous disais: «Le sublime, c'est pas le beau, hein. Le sublime, c'est pas le super beau. Non, le sublime, c'est justement l'expérience d'une démesure, de quelque chose qui est tellement démesuré que ça pourrait nous écraser et c'est ça qui est en train de devenir la technique. Quelque chose de démesuré. L'explosion nucléaire. Je me rappellerai toujours comment il s'appelait déjà? Je crois que c'est Kit Reynolds, mais je suis pas du tout sûr. Heu, je crois que c'est Kit Reynolds, ouais. Le directeur de mission quand, il y a eu Trinity, donc le premier essai, heu, dans le désert du Nouveau-Mexique, le premier essai nucléaire, heu, Keith Reynolds a dit, à Oppenheimer, «Maintenant c'est officiel, nous sommes des fils de pute». Alors c'est très vulgaire, mais ça dit quelque chose, ça dit vraiment quelque chose. C'est-à-dire la conscience que, on a fait rentrer quelque chose dans le monde qui nous dépasse et qu'on ne pourra plus enlever. Parce qu'il y a aussi ça dans l'apparition de la technique. Regardez l'IA qui est entrée dans le monde, pourquoi ça nous turlupine cette affaire? Ça nous dépasse et on ne pourra plus
la faire, ressortir du monde. Elle y est rentrée une fois pour toutes et en plus, elle nous modifie, comme toutes les inventions techniques. Donc on a cette espèce de truc, vous voyez, de qui peut relever du lumineux, c'est-à-dire on éprouve pour les objets techniques, qui est de l'ordre du sentiment religieux, fascination plus, terreur et en même temps, le sublime aussi, c'est-à-dire ce qu'on éprouvait pour la voûte étoilée, normalement pour les spectacles, grandioses de la nature, on l'éprouve maintenant pour des objets qu'on a créés. Heu